Bonsoir, chers auditeurs, chers supporters, bienvenue pour ce podcast numéro 99. On va revenir sur la semaine un peu schizophrénique du Paris Saint-Germain victorieux, brillant à Barcelone. Et vaincu moribond contre Monaco 0-2. Que vaut réellement ce PSG? On va y revenir ce soir avec nos trois consultants. Andreas, bonsoir. Bonsoir. Lionel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Kata, qui n'a pas son Burger King, bonsoir. Bonsoir à tous. Et ben on va commencer par le premier match. C'était le match de Ligue des Champions, victoire 4-1 à Barcelone. Lionel avait pronostiqué, parce qu'il n'a pas voulu le faire pendant le podcast, mais il avait envoyé un petit message juste avant le match. Il m'a dit je vois 4-1 pour Barcelone. Voilà, bien joué. Donc, on va revenir sur cette victoire éclatante. Et je vais vous demander une question très simple. Est-ce que cette victoire est pour Pochettino, Draias? Oui. Et pourquoi? Explique-nous. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Paris Saint-Germain aussi séduisant, à la fois dans le ballon, avec le ballon et sans le ballon. On a vraiment tout eu dans ce match. On a eu des joueurs qui ont joué à un niveau exceptionnel. Donc, pour bien sûr à Marco Verratti et à Kylian Mbappé. Mais d'une manière générale, l'effectif s'est mis au niveau. Il y a juste eu une fausse note, mais on reviendra sans doute après. Et le match a été vraiment bon. Ça faisait, la dernière fois que j'avais pris autant mon pied devant un match du Paris Saint-Germain, ça remonte au 4-0 contre Barcelone d'Emery. Donc ça faisait longtemps. On connaît la suite. Kata, qu'est-ce que tu as pensé tactiquement de ce match? Est-ce que pour toi c'est une victoire de notre coach? Non, je ciblerai pas sur une victoire du coach. Je pense que tout le monde a apporté sa contribution pour cette victoire-là, que ce soit les joueurs, le coach, le club. Là, on voit vraiment que le club avance et sait gérer ce genre d'événement de mieux en mieux. Tous les voyants étaient au vert, donc c'est difficile de pointer telle ou telle personne. Ce que je peux dire, c'est que lors de ce match-là, c'était vraiment un moment clé pour l'intégration de Pochettino et puis pour son départ, enfin pour son départ, pas pour son départ, mais plutôt pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions au PSG. Donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment très bon signe. Lionel, qu'est-ce que tu as aimé tactiquement dans ce match de la part du PSG? Déjà, le fait qu'on n'ait pas laissé totalement le ballon au Barça. Si je me souviens bien, depuis sous l'ère QSI, chaque fois qu'on s'est déplacé au Camp Nou, il me semble qu'on a toujours été en dessous des 40% de possession de balle là-bas. Donc le fait qu'on ait en tout cas essayé de garder le ballon, de jouer à l'extérieur, c'est déjà une très bonne chose. Et puis ça montre que l'équipe gagne en maturité, en tout cas sur la scène européenne. Donc j'ai surtout apprécié ça. J'ai une vraie mainmise du milieu parisien sur le milieu barcelonais. Et c'était un point clé qui était en fait attendu sur le match où on annonçait le milieu barcelonais vraiment gagner ce terrain-là. D'une manière générale, tous les observateurs disaient que Barça allait avoir la maîtrise du milieu et que Paris allait avoir les contre-attaques et profiter de la faiblesse de la défense barcelonaise. Mais il s'est avéré que notre milieu a littéralement bouffé le milieu barcelonais. On n'a pas du tout vu des Pedri, on n'a pas du tout vu De Jong a été très très limité dans son marché en jeu. Idrissa les avait pas. Oui, en vrai. De Jong a été très limité dans son marché en jeu. Busquets était complètement étouffé. Alors après, c'est pas serré. Et Barcelone a quand même eu, je crois, c'est 55% de possession. Enfin, ils ont eu un peu plus à Paris. Mais dans l'ensemble, on a vraiment su répondre sur leur force et vraiment les dominer dans leur force. Est-ce que pour toi c'est une victoire méritée, Seb, ou est-ce que le score aurait pu être différent si tu avais tourné notamment aux occasions de Barça, ou pour toi c'est un score logique sur la physionomie? C'est un score très logique sur la physionomie et je pense même que Barcelone a eu de la chance de marquer ce but qui était vraiment contre le cours du jeu parce que Paris a vraiment eu la main mise sur le match dès le début du match. Et il y a eu, je ne me souviens plus exactement comment est-ce qu'il arrive au penalty, mais il y a eu peut-être une petite erreur de concentration. Et on peut dire que s'il y a une chose qui n'est pas méritée dans le match, c'est le fait que Barcelone ait mis un but. Ouais, ils ont quand même des occasions. Ouais, mais aucune n'est vraiment tranchante. Aucune n'est vraiment tranchante. Kata, est-ce que tu as été surpris par la petite presta de Barcelone ou tu t'y attendais? Non, en fait, Seb, il a bien résumé, en fait, parce que avec Neymar et Di Maria en moins, on s'attendait à vraiment souffrir au milieu. Moi, je pensais que en fait, on aurait du mal à se procurer les occasions.
Et en fait, c'était tout le contraire. En fait, on a eu vraiment la mainmise sur le milieu de manière dès le début en fait, et c'est assez surprenant parce qu'on avait l'habitude de rencontrer Barcelone ces dernières années et leur marque de fabrique, c'est une domination sans partage sur le milieu de terrain. Et là, c'était ce que j'ai vu moi, c'est que une équipe de Barcelone très très faible quoi. Dans l'utilisation du ballon, dans le pressing, vraiment très faible quoi. Et, et les joueurs du PSG qui ont joué, qui ont très bien joué. Lionel, toi, tu n'avais pas vu le Barça, je crois, encore cette année? Non, non. Et tu les attendais un peu meilleurs ou tu penses que c'est Paris qui les a éteints? Je pense que c'est un peu des deux, la prestation de l'équipe, mais en même temps, j'ai trouvé le milieu de terrain du Barça très moyen. C'est-à-dire, bon, mis à part De Jong qui a l'air d'être un bon joueur, j'ai entendu parler de Pedri comme étant un crack. Après, je ne veux pas le juger que sur ce match. Là, je maintiens, c'est un joueur. C'est pas sur ce match que je vais le juger, mais en tout cas, il m'a pas impressionné. Et on voit bien que Busquets, son football ne correspond plus vraiment à ce qui se fait aujourd'hui dans le foot actuel. Donc, je trouve que Paris a bien joué. On a vu aussi un très grand Verratti. Il faut aussi le signaler parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent dans ce genre de match. On avait peur de voir Verratti en 10. Est-ce que pour toi, il a été 10 ou plutôt milieu relayeur? Mais pour moi, c'était plus un 8 qu'un véritable 10. Mais il se projetait un peu plus. On l'a vu plusieurs fois dans la surface de réparation. Il a fait le match qu'il fallait faire. Marco Verratti est monstrueux dessus. Et il est vraiment dans la surface. Mais je pense aussi que la domination s'est accentuée lors de la sortie de Gay en seconde mi-temps et l'entrée d'Herrera, qui, je pense, a apporté un peu plus de fluidité aussi dans le jeu du Paris Saint-Germain. Je te trouve dur parce que je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps à 10. On va sur les performances individuelles et notamment celle de notre game préféré. Kata, toi, tu avais peur, tu disais, donc, de tes absences de Neymar et Di Maria, mais est-ce que finalement, c'était pas en gros l'adversaire parfait qui laisse beaucoup des espaces face à cette absence-là, c'est-à-dire d'avoir des joueurs qui jouent plus vite et des joueurs comme Neymar et Di Maria qui peuvent garder un peu trop le ballon? Est-ce que c'était pas finalement l'adversaire parfait pour ces absences-là? En fait, pour moi, j'ai envie de dire que c'est l'adversaire parfait parce qu'ils étaient très faibles en fait en face. Et je pense que quand on a Di Maria et Neymar, c'est toujours intéressant ils font toujours du bien. Le seul problème du PSG, c'est que, et c'est tous les coachs qui ont eu des problèmes, c'est essayer de faire jouer les quatre ensemble en fait. C'est-à-dire Neymar, Di Maria, Icardi et Mbappé. Et ça peut déséquilibrer l'équipe. Mais si on avait eu un Di Maria en plus, je pense que ça aurait été tout bénef pour nous, quoi. Ou un Neymar. Là, un Di Maria en plus. Je pense qu'on pourra pas savoir. À moins qu'on se remette à faire des matchs comme ça de manière un petit peu plus régulière et qu'on voit avec des joueurs. Mais là, ça s'est pas vraiment ressenti parce qu'en fait, toute l'équipe a été au diapason, toute l'équipe a assuré son rôle, que ce soit Kean, Mbappé, Icardi, tout le monde a joué très très bien. Genre, ces absences-là se sont pas ressenties. On n'a pas vu de point faible au PSG, quoi. Mais après, il y a quand même une question, Kata, qui est que comment est-ce que ça va se passer effectivement quand ne serait-ce qu'un des deux joueurs, tu vas te retrouver avec, toi tu disais que personne n'avait réussi à jouer avec 4 joueurs, et on n'a pas non plus des tonnes de matchs références avec 3 sur les 4. Ne serait-ce qu'avec Neymar et Mbappé ensemble. Et voilà, et comment ça va se passer parce qu'il y a un truc, c'est si on prend en particulier Mbappé, ce qu'on a constaté par le passé, c'est que Mbappé avait tendance à vouloir faire du Neymar, à vouloir servir Neymar, à jouer un petit peu contre sa nature. Et il n'est pas dit que... pour l'instant, on n'en sait rien, en fait. C'est vraiment... on ne peut pas se projeter sur ce match. Si Neymar avait été là, ça se trouve que ça aurait été aussi extraordinaire. Ça se trouve que ça aurait été moins bien. On peut pas le oui. Non, mais là, tout ce qu'on peut dire, c'est un grand bravo aux joueurs et qu'ils ont tous assuré leur rôle, quoi. Mais il y a une vraie question, c'est qu'effectivement, quand Neymar va revenir, est-ce qu'on sera à notre meilleur capable de reproduire des performances comme ça? Et à l'heure actuelle, je pense que personne ne peut l'affirmer. Ni dire c'est sûr que ça pourra pas marcher. De toute façon, c'est le plus grand défi de tous les coachs du PSG depuis qu'il y a Neymar et Mbappé dans cette équipe. C'est sûr que c'est la grande question.
Un truc qui n'a pas été souligné, c'est la hauteur du bloc qui changeait de PSG. Donc, peut-être on avait un bloc plus haut, mais qui pouvait descendre un peu plus, monter un peu plus, sans qu'il y ait de disparité entre les lignes. C'était assez nouveau, ça, d'avoir un bloc qui savait se moduler selon les temps forts ou les temps faibles. On avait déjà vu un peu au début de P4, de 3 premiers matchs. Oui, non, mais je parlais dans un match référence Oui. Dernièrement. C'est vrai qu'on a vu des matchs référence, notamment contre Liverpool au parc, où là, il y avait eu vraiment un bloc bas assumé, qui avait marché, mais avant. Dortmund au retour, on a été plus ou moins dans cette même veine là, non? Dortmund retour, on plie vite le match et la deuxième mi-temps, on est en bloc bas, ouais, donc t'as un bloc un peu plus haut en première, mais c'était un peu différent. C'était pas sur des. Là, il y avait carrément des changements de bloc chaque 10 minutes. Mhm. Dortmund, c'est tu plies le match et tu défends, c'est un peu plus courant, je trouve. Mais oui, on a vu, c'est vrai, une hauteur de bloc différente. D'ailleurs, Dortmund retour, il y avait pas Thiago Silva, je me dis ça, je me dis rien, c'est plus facile de moduler son bloc. Mais on va pas refaire le débat. Non, mais après, c'est sûr que ça joue. C'est pas juste manquer de respect à Thiago Silva. C'est vrai que Marquinhos, il t'apporte une vraie vitesse et des compensations que Thiago Silva t'apportait plus. Ça, c'est évident. Yes. On va passer au prestat individuel. Un petit mot. Allez, un petit mot sur Navas. J'avais annoncé la bourde. On l'a eu. Heureusement, il n'y a pas eu but. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match ou pas grand-chose peut-être, Qatar. Je me souviens plus de la bourde du coup, mais pas grand-chose à signaler. Et ça passe juste à côté. À 3-1. Ah oui, c'est vrai que c'était énorme ça. Oui, bah bon. C'est tellement peu courant que bon, on peut pas vraiment lui reprocher. Alors ça aurait pu coûter un peu cher, mais non, rien à dire sur Navas du coup. Réa, c'était moi, j'annonçais la bourde à chaque ballon touché par Navas. Elle a fini par arriver. Rien à dire sur Navas non plus. On en a ajouté. Après sur, je suis pas tout à fait d'accord avec c'est pas très courant. C'est vrai que c'est pas courant, mais mine de rien, ça arrive dans un match où ça ne doit pas arriver. On sent l'amour éternel de Seth pour Navas. Lionel, rien à rajouter? Non. On a vu en fait ce que Navas sait faire, c'est-à-dire être très très bon sur sa ligne, dans les sorties, comme sur la première action sur Griezmann. Et après, on a vu le moins bon Navas, c'est de son côté avec son jeu au pied, où il est moins à l'aise, où il réfléchit un peu plus avant de relancer. Et voilà, mais ça reste un gardien quand même assez fiable. Parle-nous des latéraux, Lionel, sur ce match. Florenzi, Kurzawa, qu'est-ce que tu as pensé de cette paire de latéraux? Kurzawa, je l'ai trouvé très bon. Offensivement. Défensivement, en plus, il n'était pas non plus très aidé parce que Mbappé a été placé un peu plus haut. Il a été un petit peu en difficulté par Dembélé, mais ça n'a pas été non plus catastrophique. C'était pas vraiment compliqué pour lui. Mais voilà, je trouve qu'on avait un bon Kurzawa. De l'autre côté, Florenzi a été correct, assez neutre. Il a fait son match. Il a été un peu mieux que ce qu'on a pu voir ces derniers temps, mais sans non plus être exceptionnel. Dryas, est-ce que tu partages ta vie, notamment sur Florenzi? Sur aucun niveau en fait. Kurza a eu une première mi-temps où oui, c'est vrai qu'il est un petit peu seul. Donc, on peut dire que les offensifs, mine de rien, ont fait des efforts et bloqué les couverts. Mais le truc, c'est que l'essentiel des offensifs du Barça en première mi-temps viennent du côté de Kurzawa. Kurzawa, pour moi, c'est très très bien repris. Il a eu un début de match un petit peu compliqué, il s'est très très bien repris et ensuite de ça, il a été pas loin d'être en carrière. De l'autre côté, Florenzi, il s'est fait prendre une fois de vitesse par Jordi Alba, mais ça ne s'est produit qu'une seule fois. Après, il a passé le match. Penalty aussi, il est en retard. Tu avais l'impression qu'il n'était pas loin d'être à la rupture, mais à chaque fois, il arrivait à tenir. Il ne s'est jamais vraiment fait prendre. Et surtout, Florenzi, en deuxième mi-temps, il a été monstrueux dans toute cette période où le Barça poussait un petit peu et on jouait beaucoup plus en bloc très bas, un petit peu à la Simeone. Et il a été monstrueux, il a eu un nombre de récupérations dans la surface qui a été exceptionnel. Et il a vraiment fait, pour moi, de très très loin son meilleur match défensif. Et il a été très 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 bon. Il a juste eu un petit raté en première mi-temps face à Alba. Après ça, c'était à la limite, mais il s'en sortait face à Alba. Et en fin de match, il a été essentiel dans les récupérations. Kata, plus Team Lionel ou plus Team Darius sur la perte de Florenzi? Moi, il nous a fait un peu peur quelques fois, mais globalement, il a été au niveau.
Pareil pour Kurzawa qui nous a fait un peu peur, enfin plus que peur parce qu'il a provoqué un penalty. Après sinon les deux centraux ils ont été plutôt bons. Ils n'ont pas eu à gérer en fait de vrais attaquants parce que c'était Messi qui était en neuf. Donc au final c'était un match assez tranquille. Globalement, voilà, à part quelques inquiétudes sur les ailes, la défense n'a pas été mise tant en danger que ça. Et les deux sont sur un but. Kurzawa sur le premier, avec cette remise en retrait. Et Florenzi sur le second, le troisième. Ouais. Après, ils ont su apporter offensivement. Il y a Kurzawa qui est signalé par une belle frappe, par ses montées. Florenzi, c'est pareil. Donc pour moi, ils ont fait un assez bon match. Tu parles du penalty concédé par Kurzawa. Il y a plusieurs supporters parisiens qui ont crié au vol. Pour toi, c'est un scandale ce penalty ou pas du tout? Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit c'est un scandale parce que j'avais l'impression qu'il touchait pas. Mais bon, à le regarder, je pense qu'il touche un peu. Après, moi, je trouverais ce genre de penalty toujours assez scandaleux. Mais bon, je pense qu'il peut se justifier du coup. C'est sévère, mais pas scandaleux. Oui, mais par contre, c'est vraiment pas obligé de le siffler parce que il l'effleure, quoi. C'est vraiment très très léger. Voilà, mais scandale, non, ce serait une faute d'arbitrage, c'est pas une faute d'arbitrage, c'est juste extrêmement sévère. Une appréciation sévère des matchs. C'est bête de la part de Kurzawa. Ouais. Excusez-moi. Moi, je le trouve très sévère parce que, alors, c'est pas scandaleux parce qu'il le touche, mais je trouve très sévère parce que Kurzawa, en fait, récupère le ballon avant même qu'il aille dans la zone où De Jong aurait pu le récupérer. Et donc, dans l'absolu, qu'il le touche ou pas, Kurzawa aurait récupéré le ballon, en fait. Après, c'est vrai que l'arbitre a fait une ou deux, notamment ce carton jaune pas donné à Piqué sur le tirage de maillot sur Mbappé, mais il a plutôt bien tenu son match. L'arbitrage, je trouve qu'il a laissé bien jouer. Il a été, moi, j'ai trouvé assez, notamment avec Gay dans la compréhension. Il lui dit une fois, deux fois, c'est la dernière. Je trouve qu'il a bien tenu son match. Darius fait un mou de la main, n'a pas l'air d'accord. Je l'ai trouvé pas assez incisif sur certains trucs, notamment Gay. Mais pour Gay, ouais, Gay a été bien géré. Après, comme tu le dis, il y a eu Piqué qui aurait dû passer à la correctionnelle. Il y a deux jaunes qui sont oubliés pour lui. Il y a eu, etc. Donc, il aurait pu laisser tout autant jouer. Je pense notamment au tirage de maillot de Piqué sur Mbappé, qui était un jaune évident. Après, c'est 30 secondes après, il ne revient pas. Ouais, mais un bon arbitre, il revient. Il met le jaune. Et, un bon arbitre ne fait jamais un match à 10 sur 10, c'est comme chaque joueur. Oui, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a plusieurs comme ça. Lionel Ekata, vous avez trouvé qu'il a tenu son match, l'arbitre? Lionel, Oui. Oui. Après, sincèrement, on a vécu des matchs beaucoup plus compliqués que les arbitres à l'extérieur. Je trouve qu'il a été. Moi, il n'y a pas de faits vraiment qui m'ont choqué. On peut parler peut-être du carton jaune que donné à Piqué en revenant sur la faute, mais mis à part ça, je trouve qu'il a bien arbitré. Les Barcelonais auraient pu aussi se plaindre du fait que Gay puisse finir le match, enfin en tout cas ne soit pas expulsé. Donc, bon, je trouve que dans l'ensemble, il n'a pas fait. L'arbitrage n'est pas pour moi un débat dans ce match. Très bien. On va passer à la charnière centrale. Marquinhos, Kimpembe, Kata, t'en as pensé quoi de cette charnière? Comme j'avais dit tout à l'heure, il n'y avait rien à signaler. On n'a pas été en danger par rapport au 9 qui était en face parce que c'était Messi, il dézonnait beaucoup. Et sur les coups de pied arrêtés, les choses comme ça, ils ont pas été très inquiétés. Alors, j'ai peut-être pas tout le match en tête, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait grand-chose à signaler. Les couvertures étaient assurées, tout s'est plutôt bien passé, les relances étaient bien. Marias. Voilà. Moi, je trouve que ça a commencé timidement en fait un peu pour les deux et notamment Kimpembe. il y a plusieurs duels où il n'est pas forcément à son avantage dans les 20 premières de mémoire, avant de se ressaisir et on n'a pas eu, et ça fait d'ailleurs un petit moment qu'on n'a pas le Kimpembe incisif qu'on a pu connaître.
il lui manque quelque chose de... Son tour de blessure est un peut-être- peu compliqué. Voilà. Depuis son intervention, je ne sais plus où il Coquille. défend tout seul contre 4 joueurs, où il est exceptionnel. C'est un peu délicat. Et il a plus cette grinta. Hein, c'est un mot argentin, donc du coup, ça fait bizarre d'utiliser. Mais Cette présence. voilà. Et ça s'est ressenti un petit peu en début de match. Et sur la fin du match, il a très bien géré. Et comme disait Kata, le fait de ne pas jouer avec un attaquant a sans doute facilité la tâche. Et pour Marquis, j'ai quand même envie de mettre en avant son jeu long, où on a retrouvé le Marquis qui peut être exceptionnel et vraiment, vraiment, vraiment déjà soulager sa défense, mais aussi proposer une autre alternative à la relance qui est vraiment intéressante. Notamment sur le but de l'égalisation et son ouverture. Lionel, tu veux rajouter quelque chose sur cette défense centrale? Non, je pense que tout a été dit. Je vais rajouter un petit truc. Tu dis au début, c'est vrai qu'il patine un peu, mais au début, on a l'impression qu'en fait, Kimpembe était en marquage individuel sur Messi, parce que tu as les 5 premières minutes, c'est Kimpembe qui est axe droit et Marquinhos qui est axe gauche. Donc peut-être qu'ils ont dû chercher là-dessus, avec peut-être des consignes spécifiques, et derrière, ça a été de mieux en mieux. On va passer au milieu de terrain. On va parler déjà des milieux de terrain créatifs, Paredes et Verratti. Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des deux joueurs? Après, Paredes, on le sait, quand il est dans un fauteuil, c'est un joueur qui est capable de distribuer, de donner des très bons ballons. Comme sur le deuxième but, c'est la passe qu'il fait à Florenzi qui est vraiment magnifique. Voilà, c'est un match pour lui, c'est-à-dire qu'un milieu de terrain en tout cas une équipe qui ne le pressait pas, qui lui laissait le temps de se positionner pour pouvoir orienter le jeu et autres. Donc à ce niveau, il a été très très bon. Et défensivement aussi, il a été solide. Et puis surtout, il n'a pas pris de carton jaune dans un match où on pouvait le craindre. Et pour ça, c'est très très bien. Après, Verratti, voilà, je pense que, comme j'ai dit, je pense que c'est peut-être son meilleur match dans un match à élimination directe pour le Paris Saint-Germain. Même le match qu'on gagne 4-0 contre le Barça au Parc des Princes, il avait été bon, mais je me souviens, Rabiot, Matuidi avait vraiment été très très bon aussi. Là, on a vraiment vu la différence avec un Verratti qui est pour moi été l'homme clé avec Marquinhos dans ce match, sans parler d'Mbappé. Kata, ton avis sur les deux joueurs, notamment Paredes, que tu as beaucoup critiqué par le passé? Non, mais Paredes, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Paredes, il a fait un très très bon match, l'image de tout le milieu. Il incarne cette mainmise qu'on a eue, cette domination qu'on a eue sur le milieu de Barcelone. Il a su orienter le jeu de manière admirable, très bien distribuer le ballon. Il ne s'est pas marché dessus avec Verratti, donc pour moi, il est le symbole de cette domination au milieu. Et, bravo à lui pour ce match. Sur Verratti, quelque chose à rajouter à ce qu'a dit Lionel ou... Pas grand-chose. Verratti, on sait que c'est pour moi, hein, c'est le meilleur milieu de terrain. Ça souffre d'aucune contestation. Il sait gérer ces moments-là. Il sait gérer ce genre de grand rendez-vous. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment un plus qu'on a dans l'équipe. Et même si c'est pas son meilleur poste, ce poste de relayeur gauche, parce que pour moi, en fait, il joue pas vraiment 10. Hein. Il y a eu ce débat-là. C'est vrai que dans les compos, on voit le 4-2-3-1. Pour moi, on joue pas vraiment au 4-2-3, on joue un 4-3-3 avec Verratti qui joue relayeur gauche, comme il joue en Italie avec Jorginho et Barella. Ouais, donc je sais pas si on peut en parler, mais pour moi, je trouve ça un peu surfait, cette histoire de 10. C'est en fait Kata, je t'arrête tout de suite. un peu surfait de quoi? C'est cette histoire de Verratti en 10, moi je trouve pas vraiment qu'il joue en 10. Je trouve qu'il là, joue relayeur gauche. là, c'était assez intéressant. C'est vrai que quand tu regardes la image, tu vois pas de carte de chaleur dans une zone de 10, tu le vois vraiment comme un relayeur sur le côté gauche. C'est aussi dû au fait que sans ballon, Verratti était quasiment milieu gauche dans un espèce de 4-4-2 où Mbappé et Keane se recentraient, 4-3-3 plutôt. Mais il jouait quasiment milieu gauche et avec ballon, c'est vrai qu'il était plus comme un relayeur haut. Ouais, au final, c'est un peu ce que faisait Tuchel. Alors, il n'y avait pas Paredes, il y avait Marquinhos, Gay et Verratti, mais on a déjà eu cette configuration. Ouais, Verratti revenait un peu plus bas quand même pour aider Marquinhos à la relancer. Il est resté au Drayas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà,
je trouve que Marco Verratti à l'aise dans les 16 mètres, c'est quelque chose qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de voir. Il a même frappé. Le dernier à avoir poussé dans ce sens-là, c'était Emery, en insistant et sans avoir de succès sur le sujet. Et dire qu'il faisait ce qu'il a fait ce soir-là, que la même chose sous Tourelle, c'est non, là, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai, quoi. La remise qu'il fait aux 16 mètres sur le premier but pour Kylian Mbappé, la dernière fois qu'il l'a faite, c'était jamais, en fait. Et donc, non, il y a vraiment eu quelque chose. Et il y a eu un travail de Pochettino, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, il y a eu un travail de Pochettino pour l'installer un petit peu plus haut, pour lui donner un petit peu plus de réflexe, et en l'occurrence, Pochettino l'a fait progresser dans ce sens-là. Alors après, je vous rejoins dans le sens où ça, en fait, il n'avait pas. Dire qu'il était 8 c'est aussi mensonger que de dire qu'il était 10. Il était 10, il était 8 il était par moments un peu plus bas. Il a été multiforme par rapport à ce terrain-là. Il a été le chaînon manquant du milieu qui recoupait les zones, qui regroupait les zones, et il a su se projeter devant comme il le faisait rarement. Donc non, je m'inscris en faux par rapport à la comparaison avec Thomas Tuchel parce qu'elle est juste fausse, en tout cas à mes yeux. Et concernant Paredes, j'ai eu un peu de mal au début. Je l'ai trouvé un peu timoré. Mais c'est là où on voit l'importance d'avoir, pour Paredes, c'est simple, et ça je l'ai toujours dit, Paredes ne sera bon qu'à partir du moment où il aura un milieu qui sera devant lui, qui fera le premier travail de déblayage. Parce que quand ça arrive directement sur Paredes, il ne sert à rien, ça devient un plot. Et à partir du moment où il y a un Verratti, où Paredes, on l'avait vu aussi très bon avec Rafinha, et on le voit très bon en fait avec un 8 qui va être haut, qui va être devant lui, qui va couper les premières relances avant que ça vienne sur lui. À ce moment-là, les gens disent qu'il est sur un fauteuil. Oui, c'est un petit peu ça. C'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de pressing adverse, c'est parce qu'il y a une première protection avant. Et à ce moment-là, il arrive à être utile. Maintenant, sur ce match, pour moi, il se réveille vraiment à la 30e. Parce qu'avant la 30e, il est un peu en train de distribuer d'une manière basse et pas tellement efficace. Et il est un petit peu léger dans son apport. Mais par contre, effectivement, à partir de la 30e, il devient très intéressant. En fait, plus que léger par son rapport, moi je suis un peu d'accord avec toi, c'est surtout qu'il ne dicte pas le tempo, et derrière, il dicte tout le tempo du match. C'est ce que je veux dire, léger dans son apport, c'est-à-dire que tout à coup, il va, plutôt que d'essayer de trouver une passe qui va être proactive, ou d'essayer une passe qui va être en retrait pour un mec qui va chercher quelque chose de proactif, il trouvait que des passes en retrait qui ne servaient pas forcément à grand-chose. C'est ce que je voulais dire, tu l'as dit. Pour Verratti sous Tourelle, c'est vrai que c'est le match référence, notamment quand Liverpool au parc, Verratti est limite enregistreur en milieu très bas, qui est très bon, qui casse le premier pressing, mais c'est pas ce rôle-là. C'est pas du tout ce rôle-là. Après, chacun le préfère comme il est. On va passer maintenant au milieu, on va dire travailleur de l'ombre. Juste pour en revenir sur Marco Verratti, je pense que maintenant Marco Verratti a acquis des armes qui sera très très utile en étant un petit peu plus bas si on replace un joueur un peu plus haut. C'est tout ce qu'on espère. Et effectivement, il pourra apporter un surnombre, ce qu'il ne faisait pas avant avec cette espèce de réflexe de tout le temps rester dans une zone de confort qui est le milieu. Et peut-être que maintenant, il est sorti de cette zone de confort et il serait capable d'être ce milieu qui à la fois joue bas et en même temps il est proactif. Et ça nous permettrait de mettre un 8 qui serait plus haut que lui. Et à ce moment-là, d'avoir un milieu qui pourrait effectivement devenir intéressant. On commence enfin à envisager que Marco Verratti puisse avoir une place, enfin un rôle où on sache, tiens, Marco Verratti peut jouer à ce rôle-là. Et pour moi, ce rôle-là, ce serait dans un milieu à 2, à 6, avec un milieu à 3, mais avec un milieu à 3 inversé, c'est-à-dire avec 2-6, un milieu, je ne sais plus comment ça s'appelle quand il y a 2-6, mais un milieu, un double pivot avec un 8 haut. Et je pense que c'est là où il serait maintenant, là, pendant très longtemps, j'étais incapable de dire où est-ce que doit jouer Marco Verratti. Maintenant, je me dis, tiens, je sais où il doit jouer. Rafinha et Verratti, par exemple. On va passer aux autres milieux, les milieux dits un peu plus de l'ombre, du travail de l'ombre. Donc, on a eu première mi-temps avec Idrissa Gueye, deuxième mi-temps avec Herrera. Qu'est-ce que vous avez pensé des performances respectives des deux Lionel? Je vais commencer par Herrera, le côté positif. Quand il est entré, je trouve qu'il a fluidifié le jeu, c'est-à-dire qu'il apportait toujours dans le pressing comme le faisait Gueye, à la différence que lorsque lui recevait le ballon, il était capable de le remettre proprement, il était capable de jouer dos au but, on a eu de très bonnes déviations et autres. Il a joué simple, il a été un bon joueur de complément, mais je trouve qu'il n'a pas posé le problème que pose Gueye, c'est-à-dire que quand il reçoit le ballon dos au jeu, les équipes adverses sont capables de presser assez rapidement et de provoquer une perte de balle. Donc c'est la transition avec Gueye, c'est ça le problème avec Gueye, c'est que sans ballon, dans le pressing, dans la capacité à aller donner quelques coups, etc., qui peut être quand même
important dans le foot, oui, il va le faire. Le souci, c'est que c'est un joueur qui, dès qu'il reçoit un ballon de haut but, est en difficulté. Et en plus d'être en difficulté, il crée du danger. Il a aussi un problème de positionnement dans la zone. On a vu aussi une action sur un corner pour nous, où le ballon revient, je crois que c'est un joueur du Paris Saint-Germain, et comme il ne prend pas il n'observe pas autour de lui, il dévie le ballon et donne le ballon directement à Barcelone, qui crée une contre-attaque qui aurait pu être dangereuse. Donc, je pense que c'est un joueur qui, malheureusement, n'a pas le niveau pour le niveau Ligue des Champions. Et on a pu le voir le week-end qui a suivi lors du match contre Monaco. Seb. Moi, j'ai trouvé qu'on jouait vachement bien à 10, et une fois qu'Herrera est rentré, on jouait vachement bien à 11. J'ai pas compris. Alors après, j'aime tellement pas Gay que je suis prêt à envisager que je suis plus très objectif le concernant. Mais j'ai pas compris toutes les notes dithyrambiques qu'il a pu recevoir. Ouais, il a eu 5, mais c'est vrai que c'était plus sur ses fautes. Enfin, je veux dire, tout le monde parle, et Lionel en parlait un instant, de son jeu sans ballon, de sa capacité d'harcèlement. Oui, c'est vrai que ça arrive de temps en temps, mais quand il décide de le faire, parce qu'il y a alors là, je me souviens plus, j'ai plus les exemples précis en tête, mais à chaque match où, soi-disant, il harcèle bien, je le vois au moins 3-4 fois être à côté d'une action et ne même pas faire un effort. Ensuite de ça, dans quelle zone il joue, on ne sait toujours pas dans quelle zone il joue. Il se balade un peu partout sur le terrain, il stabilise aucune zone du terrain, il colmate des brèches. Tout le monde dit qu'il colmate des brèches. Pour moi, vraiment, je ne vois pas ça. C'est un joueur qui, un match sur 25, va proposer quelque chose d'intéressant aussi, offensivement, et tout le monde va se palucher dessus en disant c'est bon, on a trouvé notre nouveau, je sais pas quoi, Iniesta ou je sais pas quoi. Non, mais j'exagère, mais voilà. Et les 24 autres matchs, ils ne servent pas à grand chose. Et là, on a un Pochettino qui s'acharne à le mettre pour systématiquement. Alors, contre ce match contre Barcelone, c'était à cause d'un potentiel deuxième carton jaune. Mais même quand c'est pas un potentiel carton jaune, c'est quand la dernière fois que le dernier match que Gay a commencé et a passé la 50e minute. Je ne m'en souviens pas. Après, n'oublions pas que dans l'esprit de Pochettino, quand on démarrait là, c'est Verratti, Paredes au milieu, un 4-2-3-1, et qu'Herrera revenait de blessure et était devant Gay dans la hiérarchie. Donc, ça, oui. Ça, c'est pas... Ouais, c'est à vérifier, mais... on va voir dans le futur. Je vais juste finir sur Herrera avant de te laisser la parole. Et Herrera, on connaît tous son bug, c'est-à-dire que c'est le mec qui voit exactement ce qu'il faut faire, mais il n'a pas forcément la capacité technique à l'assurer. Mais oui, il y a eu une vraie différence avec Gay, et là je rejoins Lionel sur le jeu avec ballon et Herrera, où effectivement il proposait des solutions, mais il y a une immense différence dans le jeu sans ballon. Gay a attaqué Messi, l'a harcelé, Herrera a attaqué Messi, l'a harcelé, l'a vraiment tenu, ce que Gay n'a jamais fait pendant sa présence sur le match. Je n'ai jamais fait, en fait. Kata, est-ce que tu trouves tes collègues sévères avec le match de Gay ? Ouais, je trouve que globalement c'est assez sévère. Et puis là, pourquoi il sort Gay ? À un moment, il a été en difficulté quand je sais plus qui relance sur lui, ça doit être Marquinhos. Après, il se retrouve esselé parce que les latéraux sont très hauts. Et du coup, il n'a plus d'options et il se retrouve à perdre la balle et faire une faute. Et après, ce qui conditionne en fait le fait qu'il soit sorti à la deuxième mi-temps, je pense pas que ce soit sa performance qui n'a pas été catastrophique, loin de là. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il a pris un jaune. Après, ce que disait Andreas, c'est que sur les autres matchs, Gay, c'est toujours le premier à sortir, et souvent dans leur jeu. À la 50e. Monaco, le match juste avant, c'était la même chose. Après, il y a une rotation. Après, il faut voir les alternatives qu'a Pochettino par rapport à Gay, en fait, parce que moi, Herrera, je le trouve pas excellent, je le trouve pas nettement supérieur à Gay. Bon, moi, je vois pas trop la différence entre Herrera et Gay. Herrera, moi, je trouve que c'est un joueur très neutre. Il y a une différence qui s'appelle le QI foot, mais...
Bah ouais, mais pas vraiment au final, parce que moi, c'est pas ce que je vois. J'ai pas l'impression, quand je vois Herrera, de voir un joueur Alors, qui m'épate, machin. Enfin, non avec le jeu avec ballon, mais si on se contente de ce match contre Barcelone, l'impact défensif d'Herrera, les couvertures de zone d'Herrera par rapport à Lionel Messi, par rapport à etc., enfin, elles étaient là, quoi. mais après, après ça, c'est difficile à décorréler, en fait, parce qu'il y a un paramètre qui est à prendre en compte, c'est le scénario du match. Après, Au contraire, le match n'est pas tout à fait le même quand on a marqué des buts que. Enfin, je veux dire. au contraire, au Moi, contraire, j'ai pas. Moi, j'ai jamais été convaincu par Herrera depuis qu'il est au PSG. c'est Euh, d'accord, mais Qatar, euh, tu invoques le scénario du match, mais j'ai tendance à dire au contraire le scénario du match. Herrera s'est retrouvé présent sur le terrain il y a un moment où pendant 25 minutes, le Barça attaque de manière relativement stérile, mais en tout cas, on est relativement acculé, on a un bloc qui est très très bas, et Herrera est essentiel par rapport à ça. C'est vrai qu'entre le 1-1 et le 2-1, C'est-à-dire que dans la période où tu pourrais avoir peut-être un peu moins à défendre et être un peu plus utile avec le ballon, c'est Gay qui était là. Et dans la période où il fallait très bien défendre et ne pas faire une seule erreur, c'était Herrera qui était là. C'est-à-dire qu'au contraire, le scénario du match va à l'encontre de ce que tu dis, en fait. bah, je sais pas, enfin, on en reparlera si on parle de Monaco, mais je oui, vois mais pas en après, quoi. c'est vrai que voilà, Enfin, quand tu moi, es avec un je gay, trouve pas qu'Herrera, ça, c'est un joueur fantastique. Ah, c'est pas ce non que je mais dis. C'est pas ce que je dis. on Ce va, que je dis, moi, c'est que Gay est un joueur calamiteux. C'est très on va en différent. reparler contre Monaco et je pense que derrière, de toute façon, pour lui, Herrera doit être avec deux créateurs à ses côtés et forcément, si Non, tu mais moi, pour moi, Herrera, enfin, je veux dire, deux créateurs à côté, pour moi, enfin, Herrera, il doit être sur le banc déjà. oui, Il a pas d'accord. l'état d'un titulaire et Gay non plus, hein, mais Vraiment merveilleux, oui. Après, moi, ce qui me gêne sur Gay, et d'ailleurs, Rayas, quand lui ne le connaissait pas, me disait l'année dernière qu'il s'en foutait plus ou moins de ce qu'il ferait avec ballon. Et ce qu'il attendait, c'est si sans ballon, il était très fort. Et en fait, C'est pas le cas. c'est que sans ballon, Gay, en fait, il coûte un nombre d'occasions contre le PSG qui est assez fou. Contre le Barça, ils ont 4 occasions en première. Gay est fautif sur 3. Il est mal placé, il est mal dans sa zone, il est mal orienté, il perd des ballons. Je le trouve complètement perdu sans ballon. Et sans compter toutes les fois où il y a une action qui se passe et il y a des fois où il est proactif et il y a des fois où il regarde passer en fait. Il a des absences et il regarde passer. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, quand tu regardes bon, c'est qu'une stat parmi d'autres, mais les stats de pressing réussi sur action de pressing tenté, Gay, il en réussit très peu, c'est-à-dire qu'il va en tenter beaucoup, mais la plupart servent à rien, il court dans le vide. Quand Herrera, lui, va en tenter moins, mais il va plus les réussir. Donc, est-ce que c'est une question de placement, une question d'intelligence de jeu? Je ne sais pas, mais ouais. Voilà. Lionel, toi qui étais plutôt fil, pour certains matchs, notamment ces matchs de Ligue des Champions, toi, ton bilan là-dessus, du coup sur Gay? Bah, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, c'est un joueur, je pense, qui aurait été plus utile dans une équipe qui n'a pas le ballon. Et en plus de ça, en fait, comme j'ai dit, le problème avec lui, c'est les zones où il reçoit le ballon. Il est souvent dos au jeu. Et dos au jeu, il est catastrophique. À mon avis, il était peut-être un peu plus à l'aise en tant que sentinelle. Le problème, c'est qu'il n'a pas la capacité de relancer, de casser une ligne pour jouer sentinelle. Donc, oui, c'est évident qu'aujourd'hui, il n'est pas utile au Paris Saint-Germain. Après, je rejoins Qatar sur Herrera, sur le fait qu'il dit, quand il dit que Herrera, c'est un genre d'être sous le banc. Moi, je l'ai toujours dit à Basto. Non, mais je trouve que ça, dans un club PSG, normalement, il devrait être. Oui. C'est un joueur que je trouve qui est neutre. Mais quand on prend les deux prestations contre le Barça sur ce match-là, il n'y a pas photo. Je trouve que l'entrée de Herrera nous a permis d'être beaucoup plus dangereux et de ne pas casser le rythme des actions. Ouais. Bah, on verra l'utilisation de ces deux joueurs dans le futur par Pochettino quand tout le monde sera là. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il ne va plus les aligner ensemble. C'est juste pas possible. Par contre. Alors ça, on va en parler contre Monaco, mais oui, je crois que un des deux, c'est bien suffisant. Oui, parti pour en même temps, c'est deux matchs importants. On va parler des attaquants maintenant. Donc, on a eu Icardi qui n'a pas marqué, mais qui a eu un rôle où il a touché beaucoup plus le ballon que d'habitude. Keane, qui était en concurrence avec Sarabia, qui a été titulaire.
et Mbappé, évidemment. Darius, ton avis sur le trio J'ai juste une petite. Pour moi, la seule fausse note du match, en fait, c'est le fait que Icardi n'est pas marqué pour la confiance, pour etc., pour blabla. C'est l'attaquant titulaire. Il va être jugé sur le fait de ne pas avoir marqué. Après, il a été formidable dans le jeu. Il a été formidable dans le jeu, formidable dans ses appels, formidable. Il a tout bien fait, sauf les occasions qu'il a eues, qu'il a foirées. Ensuite de ça, on va parler de Keane. Keane a été très, 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 très bon sur ce match. Très, 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 très bon. À la fois dans la capacité à contenir Jordi Alba et si Florenzi a pu être aussi bon, Keane il a joué un rôle. Il a été décisif devant. Enfin, qu'est-ce que tu peux attendre de plus? Et puis Kylian Mbappé, il n'y a même pas de mots. C'est un match qui vaut pas 10 pour moi parce qu'il y a un moment où il tente une frappe alors qu'il a une passe évidente sur Keane et il fait pas la passe. Il est un petit peu trop gourmand. Donc il ne vaut que 9. C'est-à-dire qu'il ne vaut qu'un match exceptionnel. Il ne vaut pas un match parfait. Mais que dire d'autre sur ce match de Kylian Mbappé? Il a été juste monstrueux. Il a renvoyé Dest aux oubliettes. Il a renvoyé Piqué à ses désirs de jeunesse et il a renvoyé tout le Barça au fond des chiottes. Et il n'y a pas d'autre manière de qualifier sa prestation, quoi. Il était énorme. Kata. Non, mais ouais, les attaquants. Alors au début de match, c'était marrant parce que on avait des attaquants qui étaient pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de profil créatif, comme peuvent l'être Neymar ou Di Maria. Et je me disais que ça pouvait manquer un peu de lien, ça pouvait avec le milieu de terrain et entre les attaquants. Et au final, en fait, chacun a joué sa partition très bien sur les côtés. Mbappé, qui a fait une performance remarquable. On a eu Keane aussi qui est dans son rôle de puncher, dans son rôle très physique et aussi il a su tirer son épingle du jeu sur quelques situations en conservation de balle et en dribble. Il a été très pertinent. Et Icardi aussi dans un registre qu'on lui connaît pas, il a été très intéressant. Et du coup, agréablement surpris par la performance monumentale des trois attaquants et surtout Mbappé qui a marqué 3 buts, donc c'est à souligner. Il a été très constant sur la globalité de la rencontre. Il n'a pas eu de geste parasite, il était concentré à la fois dans les phases offensives et dans les phases défensives, donc pour lui c'est un match référence. Voilà. Donc pour moi je suis très content de la ligne d'attaque, il n'y a rien à dire. Lionel, est-ce que vous rajoutez quelque chose? Je vais juste rajouter que avant le match, on avait demandé de définir des rôles plus attaquants. C'est exactement ce qu'eux, ils ont fait pendant le match. Ouais. Avec Icardi qui dans les remises, dans sa capacité à fixer la défense, son jeu à une touche de balle, Mbappé être décisif et Keane être capable de percuter, mais aussi d'aider son latéral. Voilà. Et je trouve qu'ils ont fait le match qu'on attendait d'eux et chapeau. Bah, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que Kata a oublié quand il a décrit les trois offensifs, il a oublié de décrire le quatrième qui était Marco Verratti, qui dans les moments où il était devant a vraiment joué un rôle dans les offensifs. On parlait de avec Laurent. Pas autant. Un petit mot avant de passer à Monaco, qu'est-ce que vous attendez du match retour? Lionel, qu'est-ce que tu attends? Un PSG qui joue son jeu ou un PSG qui gère? Non, il faut pas essayer de gérer, je pense qu'il faut essayer de gagner tout simplement. Chaque fois je crois que on avait discuté avant Manchester, c'était je crois mon premier podcast, on avait dit l'essentiel c'est juste de passer. Non, je pense qu'aujourd'hui il faut gagner, tout simplement, on sera chez nous. Je pense pas que le Barça en 3 semaines peut devenir une machine. Ils ont leur qualité, donc, les joueurs devant, mais ils ont des défauts qui, je pense, seront les mêmes. Et donc il faut qu'on gagne pour assurer la qualification. Ouais, c'est pareil. Moi, je pense qu'on a une capacité comme nous, ailleurs, à réinventer les statistiques non plus. 100% des équipes qui ont gagné 4-1 à l'aller à l'extérieur, ça c'est qualifié. Il y a que tout le monde semble dire, et Barcelone est premier, cette fois on ne fera pas la remontada.
Il y a un moment où je pense qu'il va falloir prendre le match très au sérieux, compte tenu de nos passifs. Et on serait bien inspiré de marquer le premier but parce que si on se prend un but de Barcelone dans la première mi-temps, il est possible que la peur revienne. Il y a le facteur avoir fait le Final 8 qui peut jouer. Est-ce qu'on a vraiment franchi ce cap? On a vraiment franchi ce cap dans des circonstances un petit peu étranges. Donc, faut juste prendre le match au sérieux. Faut vraiment le prendre au sérieux. Faut vraiment pas se dire qu'on a gagné. Faut vraiment pas se dire qu'on est passé parce que ça, c'est un truc qu'on a fait par le passé et ça nous a coûté cher par le passé et ce serait bien que ça se reproduise. Kata. Ce que j'attends du match retour. Ouais. En fait, c'est toujours difficile à dire parce que tout est possible avec le PSG. Bon, là, on a envie de dire que avec tant d'avance et avec le retour qui est à domicile, on a envie de dire que on craint pas grand-chose. Surtout qu'a priori, on aurait peut-être les retours de Di Maria. Donc voilà, on est confiant et ça sera un peu une façon de vaincre le signe indien et de lever l'affront de cette remontada. Ok. Moi, j'attends à ce que Verratti, Paredes et Neymar Séjour ne prennent pas de jaune pour éviter d'être suspendus en quart, ce qui pourrait être pas mal. Et heureusement, on est confinés, les restos sont fermés. Donc, il n'y aura pas une épisode bis de la pizzeria avec des joueurs qui disent on signe si on perd 3-0. Ils peuvent se faire un assaut dans la propriété privée de Icardi et de Wanda. Mais ce sera différent, ce ne sera pas la même chose. Bon, on va passer maintenant au deuxième match qui nous intéressait. Après la Ligue des Champions, c'était la course au titre. Paris FC de Monaco. Paris pouvait mettre Monaco à 8 points pour au moins assurer le podium. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Paris a été battu 2-0. Quand on voit la compo de départ, le coaching de Pochettino, la partie jouée, Drayas, est-ce que pour toi, Pochettino s'est planté sur ce match? Il s'est planté, mais... il s'est planté effectivement. La compo de départ est pas idéale. C'est une compo qu'il a déjà tenté. Il a déjà fait les changements à la 55e. Il l'a déjà fait. C'était la 3e fois, je crois, qu'il faisait ça. Il y a eu Lorient, il y a eu Saint-Étienne, je sais plus. Lorient en tout cas avec deux créatifs, c'était Danilo et Gay. Là, c'était Gay. Voilà. Et en gros, c'est la 3e fois qu'il va faire des changements à la mi-temps. Là, il les a pas fait à la mi-temps et c'est sa 2e immense erreur de les avoir fait 10 minutes après. Donc, il y a un moment où tu aimerais te dire qu'il a compris, plutôt que d'essayer d'ajuster l'équipe à la mi-temps et qu'il ne reproduise pas les mêmes erreurs. Donc, elle est clairement pour Pochettino cette défaite. Après, il y a le paradoxe de vraiment prendre un but dans les 5 premières minutes après la décharge émotionnelle qu'a représenté Barcelone. Oui, ils doivent gagner. Oui, c'est la course au titre. Oui, ils n'ont pas le droit à la déconcentration. Mais il y a un moment où c'est des êtres humains, ils ont une décharge émotionnelle qui était monstrueuse contre Barcelone. Encore une fois, faut-il le rappeler, le Paris Saint-Germain n'avait pas joué au niveau contre Barcelone peut-être depuis 2 ans. Ça fait depuis 2 ans qu'on n'avait pas fait un match complet, un match référence, un match qui peut être regardé en Europe en se disant « Ah putain, là on a vu une bonne équipe ». Il y avait le seul ersatz de match pour moi, c'était vraiment contre Liverpool. Mais c'était vraiment une référence sans ballon. Avec ballon, on avait été complètement inexistant. Là, c'était un match total. On a été existant dans tous les domaines. Et il y a aussi Leipzig quand même au Final 8. Ouais, mais non, parce que Leipzig, c'était beaucoup plus faible. Et puis même nous, c'était... Non, c'était pas au même niveau. C'était incomparable. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était incomparable. C'est un autre contexte, surtout philosophie. Non, mais même le niveau du truc. Après, c'est que Leipzig, c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, il y a un enthousiasme, il y a un hype, il y a un truc. Moi, j'étais comme un fou, j'étais comme un gamin. Mais si tu prends un petit peu de recul et un petit peu de recul objectif, et franchement, si tu t'amuses à regarder le match contre Leipzig demain et que tu regardes le match qu'on vient de faire là contre Barcelone dans la foulée, il y a un gap en termes de niveau. Pour moi, c'est le jour et la nuit. Et du coup, cette décharge émotionnelle, les joueurs ils se sont prises et comme par hasard, ils se sont pris des buts dans les 3, 4, 5 premières minutes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas complètement réussi sur des erreurs nettes à tout réformer. Et puis ils n'ont pas réussi à réformer le système, ils n'étaient pas tapés là, et c'est des moments où tu es très friable, je pense. Et du coup, j'ai une lecture du match. Oui, la défaite, elle est pour Pochettino, mais il faut être tolérant pour ce match. Et la question, ça va vraiment être le match après. Après, comme tu l'as dit, c'était un match pour le titre, donc c'était un match contre un concurrent direct en podium déjà.
Avant le C'était titre, un- on pouvait voilà, éjecter un voilà, adversaire. exactement. Et donc, c'est une défaite qui coûte cher, mais j'aime pas donner des circonstances atténuantes, mais là, pour moi, il y en a. Et en circonstances atténuantes, on peut parler qu'il y avait un adversaire en face aussi. Pardon, De- excusez-moi, oui, De la tactique de Kovac. Monaco qui a fait un match, c'est simple, c'était le Diego Simeone d'il y a 5 ans, quoi. C'était ça, en fait. C'est Diego Simeone d'il y a 5 ans, c'était imprenable, létal sur les quelques contre-attaques qu'ils ont, et injouable, tu avais l'impression tu pouvais tenter ce que tu voulais. Les mecs, c'était admirable ce qu'ils ont mis en place, avec des permutations dans tous les sens. Je me défie quiconque d'essayer de poser un schéma sur le papier pour dire la composition d'équipe, parce que ça permettait dans tous les sens, ça coupait tous les angles de passe. Les mecs, ils étaient préparés, ils sont arrivés avec le couteau entre les dents. Il y a eu des changements, les changements ne se sont pas vus, ça n'a strictement rien changé dans l'organisation. Moi, j'étais en train de me dire, ils vont pas tenir comme ça pendant 90 minutes. Un manque de peau, ils ont tenu comme ça pendant 90 minutes. Ils ont fait un match, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient réussi à marquer des buts. Kata, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match? Est-ce que c'est tu en induis à Pochettino? Est-ce que tu penses que c'est une décompression, comme le dit Drea? Ou tu penses que c'est plus compliqué que ça et que c'est plus profond que ça? Non, mais je pense que la Ligue des Champions ne nous prépare pas assez bien pour la Ligue 1, tout simplement. Non, mais on a vu une vraie équipe en face. Une vraie équipe. Alors, on a eu des faiblesses défensives, ça, il faut le souligner. C'est-à-dire que les buts, on les prend sur des erreurs évitables. Un enchaînement d'erreurs, notamment le premier. Hein? Je dis même le premier, c'est un enchaînement d'erreurs individuelles successives. Oui, et puis le deuxième, il y a aussi un enchaînement d'erreurs et une grosse erreur d'Herrera. Une grosse erreur d'Herrera, surtout. Et donc, ça, déjà, c'est un premier point. Il faut qu'on soit beaucoup plus concentré défensivement, parce que sinon, on risque de se mettre en difficulté. Et ensuite, avec le scénario du match, on a vu une équipe qui a... Moi, je pense pas qu'elle a fait le bus, hein, je dirais pas ça. Moi, je trouve que c'est un peu... C'est un peu être aigri que de dire... Non, mais je fais pas référence à ce que tu as dit, Seb. C'est ce que j'ai lu un peu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des gens qui disaient, oui, ils ont mis le bus, c'est comme ça en Ligue 1, c'est pas le beau jeu. Enfin, je suis désolé, mais là, ils ont fait un vrai match d'équipe. Ils ont marqué des buts, ils se sont projetés, ils ont défendu, ils se sont repliés. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend d'une équipe. C'est ce que n'a pas su faire Barcelone. Donc, bravo aux joueurs de Monaco. Et puis... avec les joueurs qu'on avait à disposition, on n'a pas pu créer le décalage. Il nous manquait du talent aussi en attaque, donc ça à souligner. Et puis je pense il nous manquait l'étincelle qui fait que ce genre de match-là, on les gagne. Mais c'est pas facile. C'était une bonne équipe. Lionel. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Seb. C'est-à-dire que oui, Pochettino n'a pas été bon, mais je pense que émotionnellement, le match de mardi a laissé des traces et on a pu le voir, que ce soit dans cette capacité, dans ce manque de capacité à réagir. Même Mbappé, j'ai senti physiquement un peu moins alerte, c'était assez compliqué pour lui. Donc, je pense qu'il y a un mélange de tout, c'est-à-dire entre les choix de Pochettino qui n'ont clairement pas été bons et émotionnellement et physiquement, peut-être pas physiquement, mais surtout émotionnellement, où l'équipe a subi le contre-coup du match de mardi. Ouais. Après, c'est pas que des choix de Pochettino, je pense que c'est aussi synonyme de la limite d'un effectif qui, pour moi, hein, se réduit en niveau d'année en année. Et puis là, on arrive au moment où, en fait, on n'a pas des joueurs assez bons pour avoir la main mise sur ce genre de match. Et je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire que sur le banc de touche, il y avait quand même Draxler, Rafinha. Alors je retiens Verratti parce que visiblement Pochettino a dit qu'il n'était pas capable de jouer plus de 40 minutes. Mais même si avec les 5 changements, tu pouvais très bien commencer le match avec par exemple Rafinha ou Draxler et en seconde mi-temps permuter l'un des deux. Mais Lionel, je pense que le problème déjà, c'est le niveau des titulaires. Oui, mais commencer comme le terrain Herrera, Gay, Paredes. Non, mais déjà, personne contre les lignes. Non, mais pour moi, déjà, Herrera, Gay, c'est faible, mais Rafinha, c'est pas beaucoup meilleur. Danilo, c'est
Kata, au-delà C'est de parler, catastrophique. on parle juste de profil. Tu l'as dit toi-même, tu as 3 attaquants devant contre Barcelone qui n'étaient pas forcément créatifs. Et tu mets 3 milieux dont aucun n'est capable d'aller proposer dans l'espace entre les lignes. Tu sais très bien que tu vas tourner dans le vide et que Paredes il va faire des passes à personne. Moi, il y a un truc Oui, que oui, mais après, au Barcelone, on a oublié de parler d'un joueur. Qui fait La rentrée de Draxler. Oui, qui récupère plus de ballons en 10 minutes que tous les joueurs de Barça. Et voilà, enfin, je veux dire, il y a, il y a, pour moi, il y a une faillite dans la composition de départ. Elle est Ça n'a jamais objective. marché. Elle est objective et on l'a déjà reproduit maintenant au moins 3 fois, avec à chaque fois des changements à la mi-temps. C'est-à-dire que tu regardes l'historique de la saison. Non, malheureusement, Lorient, on arrive à renverser le match à mener 2-1, du coup, il ne fait pas les changements. Oui, peut-être, mais si tu regardes depuis le début de la saison, il y a eu des matchs qui ne correspondaient pas au schéma de Monaco et des matchs qui correspondaient au changement de Monaco. Et dans l'ensemble, les seules fois où il a dû faire des changements à la 45e minute ou à la 55e, ou peu importe, c'était quand il avait fait ce genre de compo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'est pas content de cette compo et clairement, il y a un bug là-dedans. Et tu dis que Rafinha, pour toi, n'a pas sa place, qu'on l'essaye avant de le dire. non, mais après nous, on n'a pas accès à tout. Hein. Il y a des entraînements. Peut-être que Rafinha, il convainc pas aux entraînements Pochettino. Et là, t'as Draxler. Mais à chaque fois que tu vas sur le terrain. Mais Draxler, il convainc pas aussi. Oui, c'est un profil entre l'équipe. Non, mais je sais. Mais après, il y a le profil. Ça, c'est très bien. Il y a le profil et il y a le niveau du joueur. Et malheureusement, là, on entre dans un conflit entre. Oui, mais là, je suis pas d'accord. Non, mais je finis juste parce que ça, c'est un problème qu'ont beaucoup les supporters du PSG. Il y a certes le profil, il y a aussi le niveau des joueurs. Oui, mais la Gaï et Herrera, ils ont ni comme tu disais, pour toi-même, on n'est pas d'accord sur Herrera, mais pour toi, ils ont ni profil ni niveau. Donc autant mettre un mec qui a le profil. Oui, mais peut-être que. Après, peut-être qu'ils n'ont pas le profil, mais ils ont plus le niveau que des joueurs comme Rafinha et Draxler. Kata, il y a juste une chose, c'est ok, on voit pas tout aux entraînements, mais on voit ce qui se passe en match par contre. Et oui, mais tu sais pas comment ça serait passé s'il y avait Rafinha qui avait commencé. Ce qu'on sait, c'est que ça n'a jamais marché quand on mettait ces milieux-là. Je finis juste. Ce que je vois. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ce que je vois, je finis juste. Ce que je vois. Vas-y, ça. Merci, Kata. Il finit juste. Merci. Ouais, mais il faut commencer à hurler. Mais non, du coup, je vais prendre mon temps. Lionel, à toi. Mais par exemple, ce qu'on voit contre Monaco, alors tu vas me dire, il y a Marco Verratti, mais c'est que par exemple, Rafinha fait une excellente entrée contre Monaco. C'est la deuxième mi-temps contre Monaco n'a rien à voir avec la première. La deuxième mi-temps, c'est un bordel où il y a une espèce de panique. Ouais, mais il y a un bordel où il y a une espèce de panique qui se met en place avec oh putain merde, on est peut-être en train de perdre le titre, etc. Il y a vraiment un immense dawa qui se met en place. Tu as des joueurs où tout à coup, on arrive à créer des décalages, on arrive à créer des possibilités. On arrive. Non, je pense pas. Pas passer à ce Monaco-là. Monaco décide justement encore plus. Pas passer à ce Monaco-là. Non. Et en l'occurrence, tu vois, ok, d'accord, il se passe des choses à l'entraînement qu'on ne sait pas. Mais Rafinha, juste pour revenir sur Rafinha fait une entrée qui est très décente contre Monaco, à minima. Donc, peut-être qu'en entraînement, c'est pas du tout ça, etc. Mais plutôt que d'essayer 5 fois de suite un milieu qui ne marche pas pour être obligé de le changer à la 45e, j'exagère effectivement, excuse-moi, c'est à la 55e, on peut peut-être essayer Rafinha, qui pour l'instant, les rares fois où on l'a vu sous Pochettino, a apporté satisfaction, et quand il était là sous Tourelle, a apporté satisfaction. C'est pas Neymar, c'est pas un joueur extraordinaire, mais dans le rôle qu'il a, c'est un rôle qu'on n'a pas au Paris Saint-Germain, et dans ce rôle-là, sans forcément être le meilleur joueur du monde, il est bon. Et donc, utilisons-le, parce qu'à chaque fois qu'on le voit, indépendamment de ce qui se passe aux entraînements, il est bon. Et dire que, quand on l'a vu contre Monaco, tu ne penses pas qu'on puisse dire qu'il a fait preuve de manque d'implication, de manque de volonté. Après, je pense que veut dire Kata dans le sens où Rafinha n'a jamais été titulaire dans un grand club, il était bon CETA et c'est pas non plus un joueur qui normalement devrait être titulaire. Oui, bien sûr, mais il y a un moment où tu es obligé de prendre en compte de ce qu'est le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, des joueurs qui sont au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. On a Kata qui n'est pas team profil, toi tu es plus team profil comme moi. Lionel, tu voulais intervenir, toi tu penses quoi? Est-ce qu'il faut les profils sont indispensables? Moi aussi, je vais commencer, c'est-à-dire que je suis d'accord avec Kata quand il dit que Rafinha
n'est clairement pas un joueur qui va être titulaire au Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que Herrera, Gay ne sont clairement pas des joueurs de titulaire au Paris Saint-Germain aussi. Mais en plus de ça, ils n'ont pas le profil. Et un joueur comme Paredes, on le voit très bien, c'est un joueur qui a une utilité dans un certain style de jeu. Et à partir du moment où il se retrouve avec deux joueurs qui, en plus de ça, ont du mal à se placer entre les lignes, lui aussi devient totalement inutile. Donc on se retrouve avec un milieu de terrain qui est clairement pas intéressant. Donc je pense que oui, le profil Draxler ou le profil Rafinha était totalement indispensable dans ce match. Même si, oui, je suis d'accord avec Kata quand il dit que c'est pas des joueurs qui, normalement, aujourd'hui, en tout cas, n'ont pas le niveau par rapport à l'exigence qu'on attend du Paris Saint-Germain. Mais oui, mais à ce compte-là, il y a combien? Enfin, est-ce que Kurzawa a le niveau par rapport à l'exigence qu'on attend du Paris Saint-Germain? Est-ce que Florenzi a le niveau qu'on attend par rapport à l'exigence du Paris Saint-Germain? C'est ce que disait Kata, l'équipe s'affaiblit. Est-ce que, etc. Donc, il y a ce que je veux dire, c'est on est d'accord, il ne s'agit pas, sous prétexte que le mec a le bon profil, mais qu'il a le niveau de CFA2, de l'aligner sur le terrain. Mais c'est juste qu'entre trois joueurs qui n'ont pas forcément le niveau idéal, autant choisir celui qui a un profil qui correspond à ce dont tu as besoin, quoi. Ouais, bah voilà, c'est un débat qui se fait. J'ai fait un petit mot sur Kovac que j'ai pas mal critiqué. Après, moi, j'ai pas vu son Francfort, j'avais vu son Munich que je trouvais assez pathétique. Moi, et j'ai vu des bons matchs. J'avais vu les premiers matchs de Monaco en début de saison où ils se faisaient ouvrir dans les gros matchs, notamment Confond, où ils s'en prennent 4, où c'était un peu un bordel tactique. J'avoue, j'avais plus vu les matchs depuis novembre. Et il faut admettre que, apparemment, d'après ce que disent les supporters monégasques, il fait un gros boulot. Et là, il prenait beaucoup de buts. C'est vrai qu'il prenait 3 buts contre une ligne de buts contre Lorient. Et avec normalement une plutôt offensive, avec une phase de possession. Et là, il a décidé de faire complètement autre chose. Et là, on est dans du pur pragmatisme. J'aime pas quand on dit que Deschamps est pragmatique, parce que pour moi, il est conservateur, il n'est pas acteur du match. Pragmatisme, ça vient du mot pragmatikos, grec, qui veut dire être dans l'action. Et Kovac, tout en étant défensif, c'est lui qui dicte le match. C'est lui qui est dans l'action sur ce match. Pochettino, c'est lui qui subit. Donc là, on a une vraie leçon de pragmatisme d'un coach. Et il faut rendre hommage à ce qu'a fait Kovac et ce qu'il fait depuis ces dernières semaines. Et du coup, maintenant, on a 4 équipes pour le titre. Et une petite question pour vous maintenant. Qui est le favori pour le titre? Kata, tu vois qui? Moi, c'est toujours le PSG. Alors, ça sera difficile, mais pour moi, je sais pas si pour le coup, je suis très pragmatique, mais peut-être que c'est le cœur qui parle, mais je pense que le PSG, au finish, réussira à être champion. Lionel? Je pense que Paris peut être champion, mais après, pour moi, le favori est forcément celui qui a de l'avance. Donc, je place Lille comme étant favori. Avec 4 points d'avance, c'est eux qui ont la main sur le destin. Donc, je vois pas. Pour moi, je pense que c'est eux qui sont favoris. Après, ça n'empêche pas que je pense que si le Paris Saint-Germain arrive à se remettre à l'endroit, qu'ils seront capables d'aller remporter le titre, sachant plus que Monaco, Lyon et Lille vont tous s'affronter lors de ces 2 derniers matchs. Ouais. Seb? Moi, je pense qu'avant de se préoccuper de gagner le titre, il faut s'assurer de ne pas finir 4e. Est-ce que le PSG peut finir 4e? C'est une possibilité. Et du coup, il faut être très vigilant. Faut être très vigilant, surtout que si on regarde objectivement les saisons, il y a plus qu'une seule équipe qui est engagée en Europe depuis ce soir, et c'est le Paris Saint-Germain. Donc nous, on a encore 3 matchs minimum. Si on bat Barça. Autres. Oui, alors oui. J'élimine le Barça. Je suis le premier à avoir mis en garde, mais voilà. Tu manges une pizza, Seb? Hein? Tu manges une pizza? Non. 4 fromages, s'il te plaît. Mais le truc, c'est a priori, et j'ai bien dit a priori, on a encore 3 matchs, les autres n'en ont pas en plus dans leur saison. Ils vont jouer directement, mais nous on va en jouer 2, et on a vu notre capacité à battre les cadres dans les confrontations directes. On a 2 matchs. Si sur ces 2 matchs on met ne serait-ce que 4 points, je pense que c'est fini le championnat. On ne sera pas champion. Si on prend 6, on a une chance d'être champion, mais c'est même pas encore assuré. Et il faut, si on en prend moins de 3, il va falloir faire très sérieusement gaffe, parce que la question qui va se poser, ça va pas être est-ce qu'on va être premier ou pas, c'est est-ce qu'on peut finir 4e. Ouais, on ne verra plus clair dans 4-5 journées, puisqu'il y aura eu un Monaco-Lille, un PSG-Lille et un PSG-Lyon.
Donc, on saura à ce moment-là ce que Paris va jouer. On va passer aux performances individuelles. Et en plus de ça, on sera peut-être pris une remontada. Pour copier Emery jusqu'au bout. Dans ce cas-là, faire le titre derrière Monaco. On verra. On va passer aux performances individuelles. Donc, Kurzawa, Florenzi qui vous avez pu contre Barça, leur performance sur ce match Qatar. Bon, là, ils ont été, je pense, dépassés par le système en 5-3-2 ou je sais pas, 3-5-2. Je sais pas quel était le système exact. Bon, entre les deux, c'était axial. Au milieu, plus un 3-5-2. Mais en tout cas, ils étaient en difficulté sur les côtés. Du coup, ils n'ont pas brillé défensivement parce que le danger est venu un peu des ailes, même beaucoup des ailes. Du coup, ouais. Bon, on connaît leur fragilité défensive. Après, là, ils n'ont pas été aidés par l'ensemble de l'équipe, je pense. Très bien, Lionel. Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Qatar. Après, dans l'absolu, j'ai pas trouvé la performance individuelle de chaque joueur du Paris catastrophique. On n'a pas été bon, mais j'ai déjà vu le Paris Saint-Germain faire des matchs beaucoup plus compliqués, beaucoup plus mauvais que contre Monaco. Je trouve que c'est Monaco vraiment qui a été très bon dans la gestion du bloc, la gestion de la zone et qui a rendu la prestation du Paris Saint-Germain assez insipide. C'est pas le Paris Saint-Germain qui a été très mauvais comme on a pu le voir dans d'autres matchs. Il y a une première et une deuxième mi-temps, c'est vraiment pas le même match. Derrière, on a dit sur les latéraux. Les latéraux, la solution quand tu as un bloc bas pas un bloc bas, mais un bloc aussi qui se rééquilibre en permanence et qui est autant capable de proposer des surnombres, que ce soit sur l'attaquant principal que sur les ailes. Je ne sais pas s'il y a un moment où ils ont été pris à défaut, où ils étaient pas sur l'aile, ils étaient systématiquement deux sur l'aile. Les latéraux ne vont pas pouvoir apporter de solution si le milieu n'est pas capable de presser un minimum de trouver des solutions dans l'axe. L'idée, c'est de pousser dans l'axe pour regrouper les mecs dans l'axe et à ce moment-là, écarter sur les ailes. Sinon, tu te retrouves tout le temps avec des latéraux qui sont en 2 voire 3 contre 1. Et à ce moment-là, attendre quelque chose d'eux, les juger là-dessus, c'est presque. Ça fait pas sens en fait. Lionel, un mot sur la charnière centrale, Marquinhos Kimpembe. Je ne les ai pas trouvés aussi dominants contre le Barça. Après, c'est un peu plus compliqué de défendre. Enfin, ils ont eu un attaquant déjà en phase 2, et puis il y a eu les mouvements de Diop et comment il s'appelle, Voland, qui ont pas mal gêné aussi les défenseurs, parce que des fois ils se retrouvaient tous les trois vraiment l'un à côté de l'autre dans l'axe. Donc ils n'ont pas été, comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas été catastrophiques, mais ils n'ont pas reproduit le match qu'ils ont pu faire quelques jours auparavant. Mais j'ai l'impression que, par exemple, un joueur comme Marquinhos, j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'est pas à 100% physiquement, un peu comme Kimpembe, qu'il est capable de coups d'éclat, de monter son niveau, mais qu'il n'est pas capable de le faire de manière constante sur tous les 3-4 jours en fait. Il va pouvoir le faire épisodiquement dans certains matchs. Ouais, est-ce que cette défense centrale t'inquiète en ce moment? Le truc, c'est Marquinhos, pour rebondir sur ce que disait Lionel, Marquinhos, c'était monsieur pas de défaite au récupérateur vraiment. C'est pas le cas. Ça fait, mis à part l'épisode du milieu de Ligue des Champions, s'il y avait eu que le match avant la Ligue des Champions ou que le match après la Ligue des Champions, mais s'il y avait eu que le match avant la Ligue des Champions ou que le match après la Ligue des Champions, pour dire si on avait eu qu'un seul sur les deux, j'aurais dit il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais là, tout à coup, il y en a 2 d'affilée et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour celui qui est censé être. On dit qu'il faisait plus d'erreurs et coupe de but. Qui est censé être notre. Et puis au-delà de pas faire. C'était notre métronome. C'est-à-dire que c'était pas. Là, tout à coup, Lionel l'exprime très bien. C'est Marquinhos en ce moment. Marquinhos, il y a 3 semaines, c'était sûr qu'il faut qu'il vienne avait un niveau minima et que ce niveau minima, il ne pouvait pas descendre en dessous. Là, il y a une usure qui est. Blessure aussi. Blessure, mais je pense que l'usure, elle est mentale.
Il est en train de porter ce rôle depuis un petit moment, le rôle qui est du capitaine sans tâche. Et il y a une petite usure, il va falloir qu'il se régénère. Et Kim, Kim, il est temps qu'il se remette à la tête à l'endroit parce que, ok, il y a eu sa blessure, mais c'est pareil, c'est au niveau mental. Mais Kim nous avait habitués à ces épisodes mentaux où il se ratait. On avait l'impression que c'était géré, mais ça n'allait pas encore forcément. Tout ça pour dire que les deux centraux m'ont inquiété sur ce match. Pas inquiété d'une manière définitive, mais inquiété en mode il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils trouvent les solutions pour retrouver cet équilibre. La promesse de la charnière Kim Marquis était une promesse qui était sublime et en ce moment elle est en train de virer au fiasco. Alors le mot fiasco est très fort parce que c'est très ponctuel ce qui se passe, mais il va falloir vite qu'ils se ressaisissent et l'un et l'autre. Je me pose une question, Seb, est-ce que Kim, quand il est un peu moins bien physiquement, ça joue pas sur tout le reste, notamment son mental? On a l'impression que dès qu'il est un petit peu moins bien physiquement, il est moins bien. C'est possible. Je ne le connais pas personnellement et la seule chose que je vois, c'est qu'au niveau mental, c'est un mec qui est exemplaire à plein de niveaux. Je me souviens d'une chose, c'est le match aller contre le Barça qu'il ne joue pas, ou dans le match retour contre le Barça. Il a réussi à s'imposer le match retour contre le Barça qu'il ne joue pas, et je me souviens de sa tête à la fin du match, où tu as un boxeur qui s'est pris un énorme uppercut, qui a perdu le match, mais qui va rester debout pour la prochaine séquence. Et donc, il a une capacité mentale extraordinaire, mais il a aussi une friabilité. Voilà, c'est un mec qui est complexe à comprendre, je pense. Et c'est à lui de trouver l'équation pour devenir plus fiable avec le temps. Et Marquis, c'est clairement surprenant. C'est qu'est-ce qui t'arrive, mec? Mais je pense que c'est l'usure mentale d'être le capitaine. Et pareil, en fait, les deux sont. Les deux sont liés dans leur performance. Je pense que Kim, il y a l'argument du physique, mais je pense que les deux, il y a un argument mental qui est que c'était la charnière annoncée, la charnière parfaite, presque la meilleure charnière d'Europe. Et mentalement, là, il y a quelque chose qui n'arrive pas à suivre et les deux doivent se remettre en question mentale. Je pense que c'est une question de coaching mental qui doit intervenir pour les deux et il faut que ça intervienne vite. Kata, est-ce que tu es inquiet par cette défense? En fait, c'est une défense qui, quand on joue bloc haut, est très satisfaisante parce qu'ils sont complémentaires, parce que bonne relance, parce que bonne couverture. Le problème, c'est que là, ils montrent des points faibles qu'ils ont déjà montrés par le passé quand ils sont bloc bas. Et souvent, ils sont pas toujours très sereins pour gérer des situations sur des ballons aériens ou sur des dangers. Donc ça, il faut qu'ils progressent là-dessus. C'est peut-être dû au fait qu'ils n'ont plus l'habitude de jouer dans cette configuration-là. Il faut qu'ils soient plus vigilants, il faut qu'ils soient plus concentrés. Et c'est un problème aussi global d'équipe. Ouais. Oui. Après, pour revenir sur l'aspect mental, je pense qu'on se rend peut-être pas compte, mais on est sur pratiquement 2 saisons sans s'arrêter, avec le Covid, l'absence de supporters, etc. Je pense que psychologiquement, ça doit être usant pour ces joueurs qui jouent en plus tous les 3 jours depuis je ne sais pas combien de temps. Je pense que l'usure mentale, elle est normale. Pour moi, elle n'est pas inquiétante. C'est-à-dire que on le voit ailleurs en Europe, mis à part Manchester City. Beaucoup d'équipes de Cador, la Juve, le Real, le Barça, enfin, ces équipes-là, cette année, souffrent énormément. Et donc, pour moi, il n'y a pas véritablement d'inquiétude à avoir sur le futur de ces joueurs. C'est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est totalement normal et humain. Je peux réagir là-dessus. Il y a du vrai dans ce que tu dis, mais après, il y a Marquis. Marquis, c'était vraiment le métronome. C'était le curseur. C'était le curseur sûr, si tu veux. Et quand Marquis ne va pas, rien ne va, c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose de concret qui se passe. Donc, tu as plutôt intérêt à ce que, indépendamment du fait que ce soit humain, c'est des champions, ils ont à leur disposition des coachs, je sais pas, mais qui recrutent un mec pour les faire méditer, et j'en sais foutre rien. Mais il est impératif que, à minima, Marquis retrouve cette espèce de zone où son minimum, son niveau bas soit relativement haut. Et
voilà, non, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais tu ne peux pas te contenter de dire que c'est humain. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves des solutions par rapport à ça, et c'est d'autant plus impératif par rapport à Marquinhos, qui est ton capitaine, et qui, en ce moment, pose problème. Après, il a fait ce gros match contre Barça. Oui, mais ça ne suffit pas. C'est qu'il y a un moment où encore une fois, le match d'après, c'est le match d'après, je peux comprendre. Oui, mais non, tu as il le doit droit, être un baromètre de t'as le régularité. droit d'avoir d'un match d'avant, ou tu as le droit d'avoir un match d'après, mais avoir un match d'avant et un match d'après, c'est là où tout à coup, tu as des alarmes qui se réveillent. Et je ne suis pas en train de le condamner quand je dis tout ça, Lionel. La chose que je dis, c'est que c'est un problème et qu'il faut l'adresser. On va passer au milieu de terrain. Seb, qu'est-ce que tu as pensé de cette triplette Paredes Herrera Gay et pourquoi elle n'a pas fonctionné selon toi? Bah, toutes les raisons que j'ai toujours dit. Enfin, Paredes peut être bon à partir du moment où il y a un Vito. Là, il n'y avait pas de Vito. Gay peut être bon une fois tous les 25 matchs. C'était il y a 10 matchs. Donc il y a 2 matchs. Il va encore falloir en attendre 15. Et Herrera. Faudrait compter si dans 15 matchs, c'est pas la finale de la Ligue des Champions. Ça. Et Herrera, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit ce soir sur Herrera. Ça va pas être bon avec Gay à côté. Pour moi, Herrera, c'est un bon lieutenant. C'est-à-dire que c'est le mec qui peut être bon quand il y a des mecs qui sont bons autour de lui. C'est certainement pas le mec qui peut initier. C'est un mec qui aura un défaut qui est systémique, c'est-à-dire qu'il il est tout le temps capable de voir ce qu'il faut faire, mais il est rarement capable de le réaliser. Mais par contre, quand le niveau est bon à côté de lui, il est rarement décevant. Mais quand à côté de lui, tu as un Paredes qui est dans une incapacité de créer parce qu'il n'a pas son Vito, et tu as un Gay qui est dans une incapacité de faire quelque chose parce qu'il en est incapable, Herrera sert à rien. Et Qatar. Oui. Sur le milieu, à mon avis. Le milieu, globalement, c'est à l'image de tout le match. C'est qu'un milieu qui a été dans l'incapacité de déverrouiller ce bloc bas, a été capable de créer des différences pour les attaquants qui n'ont pas un profil très créatif. Donc là, on avait besoin de milieu créatif, peut-être. Et là, ils n'ont pas su faire le boulot. Ils n'ont pas aussi su faire le boulot de compensation parce que les latéraux ont été en difficulté. Et ils se sont rendus coupables à l'image d'erreurs qui nous ont coûté des buts. Donc, le milieu, pour moi, c'est ni fait ni à faire. Lionel. Bon, on en a déjà un peu parlé. C'est un milieu de terrain qui, je pense, n'est pas complémentaire. Herrera lui a demandé d'être un peu entre les lignes, mais c'est pas ce joueur créatif qui peut permettre de mener le jeu, etc. Donc voilà, ces trois joueurs qui, de toute façon, alignés ensemble dans ce genre de match, on savait pertinemment que ça n'allait pas pouvoir donner quelque chose de positif. Donc pour moi, c'est plus la personne qui les a alignés et qui doit être blâmée plutôt que ces trois joueurs. Paredes, c'est vrai que si tu lui offres pas de solution de passe entre lignes, il va pas servir à grand chose. Ça, et puis il ne peut pas avec un autre plus haut, il va servir à rien défensivement. Aussi. Et le pauvre Herrera, c'est vrai que lui demander peut-être de lui faire un rôle à la Verratti en essayant de le mettre en 8 ou 10. Ça n'a pas été un choix très judicieux, même si Herrera a pu jouer à ce poste avec ça il y a quelques années. Il n'a pas le même derrière lui. Non, il n'est pas la même façon de jouer, pas le même rôle. On va passer au trio d'attaquants qui était le même, si brillant face à Barcelone, qui a été beaucoup plus en difficulté contre Monaco. Kata, qu'est-ce que tu as pensé de ce trio? Mbappé et Kardikin. Là, en fait, ils étaient beaucoup moins à l'aise et mis sur orbite par le milieu. Et là, on a vu en fait tout ce qu'on craignait en fait, c'est-à-dire une attaque qui n'était pas forcément complémentaire, des joueurs qui ont été flamboyants comme Mbappé, qui ont montré en fait, qui ont montré leur visage et leurs limites en fait dans certains secteurs de jeu. Et comme le milieu, c'est incapacité individuelle à créer un décalage en fait, à créer une différence. Et voilà. Donc
Malheureusement, peut-être le vrai niveau de certains attaquants. Par exemple, Mbappé, tout le monde a dit qu'il était très fort, que c'était le meilleur attaquant du monde, le plus complet. Et bah, je suis désolé, mais il y a plein de choses qu'il sait pas faire. Ben, ça Et marche. c'est pas contre lui, mais je Regarde, veux mais ça dire, marche pour les trois. Les trois, en fait, ont plein de choses qu'ils ne savent pas faire. oui, je suis d'accord. Après, Keane, il est dans un rôle un peu différent parce que lui, il joue un peu à contre-emploi, même si avec la sélection italienne, il sait jouer sur un côté. Mais bon, lui, il a fait des efforts, il était dans l'abnégation. Les autres, Mbappé, même les replis, il les faisait pas. En fait, il nous a vraiment montré sa pire version. On va nous ressortir, son Mbappé doit être un impact player. Non, mais pas à ce point-là. Mais après, il faudra s'interroger Tu l'avais dit clairement dans le podcast l'année dernière que pour toi, Mbappé devait être remplacé. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui. Tu as dit qu'il est temps de trouver, qu'il est temps que Mbappé trouve une utilité, sinon on a du mal à comprendre pourquoi il est dans le 11. Exactement. Et d'ailleurs, je reste cohérent avec ce que j'avais dit l'année dernière et ce que je dis. Non, mais oui, parce que mais en fait, c'est ça le problème, en fait. C'est que, en fait, Mbappé, il pose des problèmes. Et en fait, comme c'est un joueur qui est une superstar, comme c'est un joueur qui a une cote de popularité, en fait, et qu'il est capable de faire des gros matchs, on oublie qu'il pose des problèmes. Mais malheureusement, c'est le cas. Et il pose des problèmes d'équilibre. Quand on joue en 4-3-3, il n'est pas capable de faire ce que fait Neymar. Quand on joue en 4-4-2, il déséquilibre l'équipe. Et même si là, il va mieux physiquement, au niveau de son jeu, il y a encore des choses à améliorer. Et malheureusement, moi, c'est ce que je vois depuis qu'il est au début du PSG. On dit c'est un attaquant complet. Non, c'est pas un attaquant complet. En neuf, il n'a pas tout ce qu'il lui faut. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en ailier, il n'a pas tout ce qu'il lui faut. Donc il faut qu'il travaille en profondeur sur son jeu pour s'améliorer. Ouais, ben, après, on va aborder un sujet sur certains joueurs qui sont faits pour un tel style de jeu ou un autre. Juste après, ces performances individuelles. Lionel, ton avis sur les attaquants? Mais après, c'est un peu compliqué enfin, je suis en train d'un peu dur avec eux. Ils ont été totalement isolés, en plus dans une équipe qui a joué très très bas. Ils étaient souvent pris en 2 contre 1, voire des fois en 3 contre 1. Donc toujours enfin, dans cette obligation de devoir faire un exploit. Donc si en plus de ça, ils ne plaît pas à 100%, ça complique les choses. Donc oui, ils ont fait un mauvais match, mais je trouve que c'est un peu dur de vraiment appuyer sur leur performance alors qu'ils n'ont pas du tout été aidés par le milieu de terrain ou autre. Brian, sur les attaquants? Bah, s'il y en a bien qui a subi la décompression post-barcelonaise, c'est Mbappé. C'était Mbappé, Adam lui a répondu le lendemain, élu meilleur joueur de la journée, de machin, de trucs. S'il y en a bien, ça devait être très dur de pouvoir rentrer en match et d'être très cohérent, c'était pour lui. Ensuite de ça, je ne sais pas s'il y a un moment du match où Mbappé n'est pas en 1 contre 3. Je ne sais pas si, ne serait-ce qu'il y a un moment du match où il est juste en 1 contre 2. Alors après, oui, il a été insuffisant et il y a plein de choses à redire, mais Kata a été tellement dur que je me retrouve dans une situation où j'ai envie de le prendre. Et c'était inexploitable. C'était, ça, Lionel l'a dit, c'était complètement inexploitable. Il n'y avait pas de ballon qui arrivait dans des situations où tu pouvais être presque dangereux. Il n'y avait pas de décalage qui était créé. En deuxième mi-temps, c'est un petit peu plus le cas, mais en première mi-temps, il n'y avait rien du tout. Etc., etc. Et à ce moment-là, taper du doigt sur les attaquants, bah, ça fait pas tellement de sens, dans le sens où ils ne peuvent rien faire. Tu sais, ce serait un petit peu comme taper du doigt sur un goal quand il se prend aucune occasion dans un match, parce que l'équipe adverse domine. Bah, taper du doigt sur les attaquants quand t'as pas un seul ballon qui arrive, qui est exploitable, qui est utilisable, et qu'en plus de ça, t'as l'équipe adverse qui défend très bien, non seulement elle défend très bien pour empêcher les premières passes vers ses attaquants, mais en plus de ça, elle défend très bien sur ses attaquants eux-mêmes. Ça devient très très compliqué en tant qu'attaquant pour essayer de faire quelque chose et essayer de se montrer utile, etc. Alors oui, il y a tous les côtés agressants chez Recherche et qui sont d'autant plus amplifiés par la performance qu'il avait fournie mercredi. Mais je pense que
voilà, c'est jugé individuellement, c'est collectivement qu'il y a eu une faillite, à la fois de par le coach, à la fois de par le contexte, et juger les attaquants, c'est un petit peu dur. Par Et rapport à l'idée, Anthony, justement, non, mais l'idée, c'était pas de taper forcément sur les attaquants, mais c'est de mettre quand même un holà sur. Des fois, il y a un emballement médiatique autour de certains joueurs. Et Ouais, et il est il inévitable faut. quand il te sort un match. T'as Ouais. combien de joueurs qui peuvent te sortir un match comme il en a sorti un mercredi en Ligue des... Enfin, c'était mardi, pardon. Mardi Après, en Ligue des Champions. Tu après vois, je pense que c'est c'est à mettre en perspective avec l'équipe. Alors, les blocs respectifs des deux équipes. bah, Là, vous justement, voyez que ça va être ma transition, Kata. C'est vrai qu'on parle de plus en plus dans le football moderne de joueurs complets qui doivent s'adapter à tout. Est-ce qu'à Paris, on n'a pas trop de joueurs qui sont un peu monotaches, qui sont faits que pour un certain style de jeu? C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux penser à des contre-attaquants comme Kurzawa, Florenzi, Keane. Tu as parlé d'Mbappé. On peut même penser à Icardi, qui est peut-être plus cible quand il y a un peu d'espace. Est-ce qu'on n'a pas trop de joueurs qui sont monotaches, qui vont être en difficulté contre des blocs bas, qui vont être plus à l'aise quand on peut les laisser jouer? Et est-ce que, deuxième question, dans ces cas-là, est-ce qu'il faut s'obstiner, comme le fait Pochettino, à trouver un seul 11 type ou il faut en trouver plusieurs selon les adversaires? Vas-y, Kata. mais déjà, il faut avoir une vision de quelle équipe on veut. Et ça se fait en fonction aussi du marché. C'est-à-dire déjà des joueurs qui sont disponibles sur le marché, et puis les joueurs. Au-delà du marché effectif actuel, est-ce qu'il y a trop de joueurs qui sont adaptés à un seul style de jeu? Mais déjà, Pourquoi? il y a trop de joueurs qui sont à un niveau qui est trop faible, global, je pense. Sans parler de profil ou quoi, déjà, il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau pour moi. Ouais. Et après, ces joueurs-là, en fait, qui n'ont pas le niveau, en fait, soit ils n'ont pas le niveau parce qu'ils ont des profils qui sont très difficiles à intégrer, ou soit, en fait, à contrario, ils ont des profils tellement neutres qu'au final, ils ne constituent pas une réelle force et une réelle spécificité pour l'équipe, en fait. Pourquoi l'effectif est mal construit, vous pensez? Bah, il est mal construit. Typiquement, tu as Paredes qui, lui, a un profil très très spécifique, mais qui peut être en difficulté dans pas mal de scénarios de match. Donc, lui, du coup, il doit être mis dans des conditions très particulières pour pas se mettre en difficulté, mettre en difficulté l'équipe. Et à côté de ça, tu as des joueurs type Herrera qui n'ont pas vraiment de grande force, mais qui sont très neutres en fait. Et du coup, globalement, la qualité du milieu, elle est pas très satisfaisante, hein. Pour moi, il n'y a que Verratti vraiment qui a le niveau, euh, Ligue des Champions. Après, il y a des joueurs qui trouvent peu à peu leur utilité. Par exemple, Paredes, on ne va pas dire qu'il n'a pas progressé. Depuis qu'il est arrivé, il a progressé de manière constante. Et puis, il trouve peu à peu son utilité dans l'effectif. Après, est-ce qu'il a toujours le niveau pour être un titulaire? Voilà, on se retrouve à mettre des Herrera, des Gay, parce que Rafinha, en fait, est-ce qu'il est assez fort pour clore le débat? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Lionel. Euh, Lionel. oui, oui, oui. Mais, oui et non, c'est-à-dire que je pense que quand on regarde les équipes qu'on affronte avec des champions, en tout cas les grosses équipes, euh, les profils que l'on a, c'est des profils qui peuvent déranger ce genre d'équipe. Après, en étant à 100% physiquement, en Ligue 1, normalement, ça devrait passer. Ensuite, là où je suis d'accord avec Kata, c'est sur le niveau des joueurs. C'est-à-dire que en faisant un all-in avec Mbappé et Neymar, et en prenant en compte que le fair play financier quand même nous empêche de faire tout ce qu'on veut, et j'ai envie de dire que dans l'absolu, c'est pas plus mal. On s'est retrouvé à affaiblir l'effectif depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé en pensant que les deux, ils allaient pouvoir faire des exploits et gagner à eux tout seuls. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un gap entre l'exigence qu'on demande à Neymar et Mbappé et les joueurs qu'on met autour d'eux. Réellement, quand on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, il y a Verratti, Marquinhos, qui ont vraiment le niveau Ligue des Champions. On peut rajouter peut-être Di Maria et de Kimpembe, moins Kimpembe aussi. Icardi. Kimpembe, c'est aussi devenu une Mais, valeur sûre. Kimpembe, c'est une valeur sûre pour moi dans sa complémentarité avec
Silva à l'époque et Marquinhos aujourd'hui. Mais si tu mets Kimpembe avec un Kehrer ou autre, Mais Kehrer, tu le mets avec n'importe qui. Non, mais je pense que si tu mets par exemple Marquinhos à côté de Kehrer, Marquinhos, on verra pas autant de lacunes qu'on peut voir chez Kimpembe. C'est plus ça pour moi. Kimpembe, moi, c'est sa complémentarité avec Silva à l'époque et Marquinhos aujourd'hui qui est vraiment très très bonne. Ouais, mais je pense que il est beaucoup plus fiable qu'un joueur comme Kehrer. Je suis d'accord. Mais voilà, et puis Navas, j'ai oublié Navas quand même, qui est quand même un joueur au niveau des champions. Mais c'est pas suffisant pour une équipe qui veut gagner avec des champions. Quand tu prends le Bayern, Liverpool, Manchester City, quand tu vois ces équipes-là, comment elles sont construites, on est aujourd'hui à des années-lumière de ce genre d'équipe. Le gros problème, il est au milieu, je pense. Parce qu'encore les latéraux, ça va, c'est pas non plus catastrophique. On arrive à... Il n'y a pas de grands latéraux. C'est pas top, mais voilà. Et en plus, tu fais bien de le souligner, sur le marché, il n'y a pas vraiment de top latéral. Voilà, mais par contre, au milieu, ça pose problème. Après, quand j'entends, juste m'apporter, quand j'entends Alaba et Wijnaldum, si on arrive à prendre un des deux, voire même les deux, c'est vrai que... On va en parler juste après, Lionel, un peu des jours enfin. Okay. Seb, est-ce que pour toi c'est un problème de niveau, comme ils disent Qatar ou Lionel, ou c'est un problème de profil trop monotache dans l'effectif? Alors, déjà, pour moi, Qatar, c'était le concurrent parfait à ce qu'il était en train de dire, c'est quand même cool. Parce que Liverpool a plein de joueurs qui sont moyens, mais arrivent à jouer en équipe et à faire fonctionner l'équipe. Sont-ils monotaches, ces joueurs moyens? Quand on prend Mané, quand on prend Salah, quand on prend Firmino n'est pas monotache. Mais oui, il y en a plein de joueurs monotaches. Dans la terre non plus. Mais il y en a pas. Mais ce que je veux dire, là, je répondrai au monotache après. Je voulais juste réagir par rapport à ça, c'est que. Ouais, pour monotache maintenant. Je vais y répondre. Mais que non, quand tu prends, par exemple, City, peut-être que ça va changer cette année, mais City, la dernière fois qu'ils ont eu une demi-finale de Ligue des Champions, c'est parce qu'on était très généreux. Et depuis, ils n'ont pas connu une demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est pas un bon exemple. Et Liverpool, c'est un. La gagne cette année, je te dis. Liverpool, c'est un contre-exemple par rapport à ce que tu dis. Donc je ne pense pas que les choses sont aussi claires. Et je trouve que dire que oui, on a 3 joueurs qui ont le niveau des Ligue des Champions et les autres, c'est juste le même pas de niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, c'est un peu réducteur parce que tu peux avoir des joueurs qui peuvent être utiles et qui peuvent rendre de vrais services et qui, à partir du moment où l'effectif a trouvé une cohérence, les choses changent. Maintenant, pour en revenir à la question que tu es en train de poser, Dasco, la problématique n'est pas d'avoir des joueurs monotages, c'est peut-être d'en avoir un petit peu trop. Parce que consommer les monotages. Maintenant, moi je ne mets pas Mbappé dans la catégorie des joueurs monotages. Et c'était quoi la deuxième question du joueur monotage? Est-ce que Pochettino doit s'obstiner à faire le même monstre tout le temps? Ah ben ça, non. Ça déjà, il doit arrêter. Le même système il doit arrêter. Alors pour le système, oui, peut-être, mais qui mettent des joueurs en adéquation avec le système qu'il veut mettre en place. Quand est-ce qu'on a vu un Vito avec un profil Vito jouer dans le 4-2-3-1 de Pochettino? C'est pas arrivé une seule fois. Il s'est obstiné à faire jouer Marco Verratti dans ce poste. Et Marco Verratti a gagné en qualité. De la même manière que Marquinhos a été un petit peu la créature de Tourelle, on a l'impression que Marco Verratti est en train de devenir la créature de Pochettino, mais j'aimerais bien que, de la même manière que Marquinhos est redescendu en centrale et a gagné les qualités qu'il a obtenues en jouant au milieu pour les rapporter ensuite à son arsenal pour la centrale, que pour Marco Verratti, ça se produise aussi, mais qu'on n'ait pas besoin d'attendre 1 an et demi pour que ça se produise. C'est-à-dire qu'on joue vraiment avec un Vito. C'est déjà qu'on a mis une équipe cohérente par rapport à la composition que veut le coach, et c'est la responsabilité du coach. Après, il faut changer de système, mais en fait, si on installe un système qui met une équipe cohérente avec les joueurs qu'il a sur le terrain, avant de tout de suite enterrer et de se dire c'est parce que les joueurs sont monotages, etc. Parce que c'est commence déjà par installer de la cohérence, et ensuite de ça, avant de regarder les déficits par rapport à Monaco, regarde la performance de Monaco. Enfin, tout ça est à nuancer, pas aussi
en mode bon, ben, on a trois joueurs de niveau Ligue des Champions, il faudrait virer tous les autres et tous les remplacer par des versions upgradées qui vont faire que tu vas arriver à un truc. C'est d'abord une histoire de cohérence et de mesures par rapport à. Et après, son état, ouais, on en a peut-être un peu trop. Mais je pense qu'en fait, son rôle, c'est de trouver un équilibre avec les joueurs qu'il a et c'est au coach de faire son boulot, quoi. Et quand je vois Pochettino qui essaye d'aligner 4-2-3-1 avec des joueurs qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas cohérents par rapport à ça, bah non, ça ne peut pas marcher. Ok. Bah, on va parler maintenant justement. Là, tu as un peu abordé le sujet, Lionel aussi, avec les joueurs en fin de contrat. Il y a eu une interview de Leonardo ce matin à France 2. Il n'a pas dit, il a dit beaucoup de langue de bois, il a protégé Pochettino, etc. Ce qu'on pouvait s'entendre. Et il a parlé un peu mercato. Et son but semble être de prolonger tout le monde. Donc il a dit Neymar, Mbappé, Bernat, Di Maria, on le veut vraiment. Et Draxler, pourquoi pas. Et ensuite, se baser sur des joueurs qui seront en fin de contrat ou des prêts, parce que sincèrement, on n'a peut-être pas le choix. Je me demandais est-ce que c'est un bon choix stratégique ou il faudrait plutôt vendre certaines de nos joueurs à forte valeur marchande pour reconstruire l'effectif autrement. Darius, t'en penses quoi? La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que si on vend nos joueurs à forte valeur marchande, on peut reconstruire le petit. Est-ce que si tu récupères 100 millions à l'heure actuelle, c'est pas juste pour refourguer les caisses ou est-ce que c'est 100 millions que tu peux investir sur le côté? Là-dessus, moi, j'ai pas la réponse, et toi non plus, mais la question se pose avec le déficit qui a été creusé avec le Covid et du coup, rentrer dans son contrat, pour moi, c'est. On a mis 60 millions sur Icardi. C'est juste un gambler. C'était au moment où le Covid était encore une illusion où ouais, c'est un espèce de On truc a qui mis 20 arrive. millions sur Danilo. Avec... C'est autre chose. Mais c'était tiens, le Covid est une illusion et puis en fait, c'est un truc qui va durer 3 mois et en fait, on va revenir à notre vie normale et Parce que du coup, revenir à notre vie normale. Vu qu'on vient de détailler les faiblesses de l'effectif parisien, est-ce que c'est pas risqué justement de prolonger, quand c'est un joueur comme Neymar, de continuer à prolonger ces joueurs-là et essayer de trouver des opportunités, c'est-à-dire bricoler encore? Est-ce que c'est pas une stratégie forcée peut-être, mais risquée? C'est une stratégie qui est médiarisée et surtout quand tu t'apprêtes à prolonger des joueurs qui n'apportent plus suffisamment satisfaction. Il y a des joueurs qui, la satisfaction qu'ils apportent est questionnable. Et en premier lieu, on peut citer Neymar. Est-ce que Neymar nous apporte vraiment? La question se pose. Est-ce que Mbappé, si on parle avec Qatar, Mbappé, la question se pose. Mais par exemple, on a des joueurs, on peut parler de Di Maria. Di Maria, la question ne se pose pas. Tout le monde est d'accord. Di Maria, là où avant, c'était un match sur 3 où il sortait une masterclass, maintenant, c'est une mi-temps sur 8. Et clairement, il est sur la fin. Il re-signe pour 2 ans, c'est catastrophique. Draxler, aucun coach n'a réussi à lui faire confiance maintenant. Pourquoi ça servirait à l'aligner dedans? Non, c'est catastrophique. Mais est-ce que tu as le choix d'avoir ça? Lionel, Oui, vous m'entendez? sur cette stratégie de joueur libre, tu parlais notamment de Wijnaldum et Alaba tout à l'heure. Oui, je pense que de toute façon, c'est deux joueurs qui peuvent apporter beaucoup de terrain, qui est, comme disait Kata, notre point faible. Et en plus de ça, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat, donc il n'y a pas de transfert à négocier, même si on sait très bien que la prime à signature et le salaire seront assez élevés, qu'il faudra négocier ça. Mais je pense que de toute façon, plus que d'aller chercher un Lionel Messi, comme on peut le voir dans les médias, c'est plutôt ce type de joueur qu'il faut que le Paris Saint-Germain aille chercher, ce genre de profils qui vont permettre à l'effectif de ressembler à un effectif un peu plus à même à gagner avec des champions. Qatar. Moi j'ai une solution et bon déjà oui il faut prolonger les joueurs parce que en fait le contexte c'est qu'il n'y a pas d'argent, personne n'a d'argent donc ça sera très difficile de vendre des indésirables parce que en fait pour plusieurs raisons. Déjà parce que on donne des gros salaires au PSG donc c'est pas facile de leur trouver un point de chute. Deuxièmement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat donc ils n'ont pas de valeur marchande en fait ils vont partir libres. Donc c'est très difficile en fait, en lâchant des joueurs, de gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est logique dans un premier temps de prolonger les joueurs pour garder notre capital joueur, notre contingent de joueurs, et aussi essayer de flairer les bonnes affaires.
mais je pense que ça a des limites. On parlait tout à l'heure du manque de qualité de notre effectif. Et je pense que c'est pas en prenant à chaque fois des bonnes affaires comme ça qu'on va pouvoir en fait renforcer notre effectif. Alors certes, il y a dans ce lot des joueurs qui sont exceptionnels, comme Wijnaldum et Mbappé qui sont très forts. T'as dit Mbappé, Wijnaldum, Non, mais Wijnaldum et Alaba, pardon. Et je viens justement à ça. Je pense on a qu'on... entendu, Hum on a entendu que tu as dit qu'Mbappé était exceptionnel, on le note. Non, mais moi je pense qu'il faut vendre. Moi, ma stratégie, c'est qu'il faut vendre Mbappé. Il faut pas le prolonger, il faut le vendre pour espérer avoir suffisamment d'argent pour se renforcer à d'autres postes. Pourquoi je pense ça? C'est pas parce que j'ai une dent contre Mbappé, c'est que je pense qu'en fait. Non, mais c'est parce que je pense que Mbappé, il n'arrive pas à être soluble dans le 4-3-3 avec Neymar, parce que de toute façon, il joue au même poste. À part si Mbappé accepte de jouer à droite, mais là, c'est pas parti pour. Donc pour moi, c'est logique. Je pense qu'il faut vendre Mbappé et reconstruire un effectif autour de Neymar. Mais c'est très impopulaire comme choix. Bah écoute, non. Moi, je serais pas contre si j'ai la garantie que derrière, avec l'argent d'Mbappé, tu fais pas de la merde et t'achètes pas des Gay et des Danilo. Mais c'est la remarque que je voulais te faire, c'est à l'heure actuelle, avec l'état des finances, est-ce que tu es sûr que si on récupère 100 millions, on les réinvestit sur des transferts? Et je suis pas sûr, moi. Pardon? Si à l'heure actuelle, tu récupères 100 millions ou 150 millions parce que tu as réussi à vendre Mbappé super bien pour une année de contrat, mais déjà 100 millions, ça serait bien pour une année de contrat. Est-ce que ces 100 millions, tu vas les réinvestir sur les transferts ou est-ce que tu vas réinvestir que 40 parce que tu as un besoin urgent de 60 dans les caisses? J'ai pas compris cette histoire de 60 dans les caisses. Le truc, c'est qu'on a des énormes pertes avec le Covid. Mais de toute façon, Ouais. si on les a, Mbappé ou pas, on va devoir vendre, donc ça change pas grand-chose. Si, ça change énormément dans le sens où tout à coup, tu te retrouves avec une possibilité de renflouer des caisses qui sont particulièrement vides. Et que sinon, tu n'as pas la possibilité, donc tu repousses le problème à demain. Tout en sachant qu'en ayant des joueurs qui avec une forte valeur commerciale, ça va te permettre de quand même garder des sponsors qui vont petit à petit te permettre de ouais. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas aussi simple que il y a ça. pas, il y a pas de C'est pas genre stratégie. tu récupères 100 millions, tu les réinvestis en transfert. À l'heure actuelle, tu récupères 100 millions, il y en a au moins une partie qui va pour éponger. Je vais dire un truc très con, mais la seule bonne stratégie, ce sera d'être intelligent. En fait, tu peux très bien vendre Mbappé 100 millions et recruter intelligemment ou recruter n'importe comment. Ou inversement, décider de ne pas vendre et plutôt qu'aller chercher des Wijnaldum, des Alaba en fin de contrat, mettre tout sur Messi qui est en fin de contrat. Et que Non, mais moi, par contre, Messi, moi, je vois aucune utilité à prendre Messi. Alors, c'est un très bon joueur, machin, mais dans l'édifice, dans la structure qu'on veut créer de l'équipe, Messi, je vois pas son utilité, en fait. Ah oui, mais non, bien sûr, c'est pour ça, je dis, si c'est pour ça qu'il y a des joueurs dans le contrat qui sont Messi ou Ramos, par rapport à des Wijnaldum ou Alaba, on sera encore dans mais déjà, Ramos, moi, je vois pas d'utilité. Attends, laisse Rayas, Qatar. Au-delà de ça, il y a un truc qu'on ne prend pas en compte, c'est les contrats sponsoring que te permettent des joueurs. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si tu veux, tu as un énorme déficit et tu as besoin du sponsoring pour te remettre parce que le fair play financier a été assoupli, mais il va revenir et il reviendra sérieusement. Et le truc, c'est que tu prends un Wijnaldum, un machin, un bidule, etc., et tu perds un Mbappé, tu perds en sponsoring. C'est-à-dire que déjà, tu ne vas pas pouvoir tout réinvestir parce qu'une partie va devoir aller dans les caisses, et ensuite de ça, tu as une perte en sponsoring. C'est pas si simple, quoi. C'est pas genre tu es dans Football Manager et puis tu as un budget et puis tu achètes et tu revends. Non, c'est plus complexe. Vous inquiétez pas, avec la pub que fait Neymar pour le Love Story brésilien, à savoir Big Brother, on va avoir un super contrat de Big Brother Brésil bientôt sur notre maillot. Et c'est pas si simple, je pense qu'il est payé. C'est tout à 4h du mat là. Non, mais nous, on n'est pas des spécialistes en économie du football, mais je pense. Moi non plus. Mais c'est une réalité objective à l'heure actuelle. Tu es obligé de la prendre en compte. Non, mais moi, je sais pas en fait les montants qui sont machin, mais pour moi, ce que je sais, c'est.
De toute façon, Qatar, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est arrêter de surpayer avec des gros contrats des joueurs qui n'ont pas le niveau ou qui sont des joueurs sans référence et arrêter de faire n'importe quoi comme on peut le faire ces dernières années. Non, mais après, on peut parler aussi des joueurs type Wijnaldum à la base. C'est toujours des bonnes prises à prendre, mais... Là-bas, on va pas rêver non plus. C'est le Real. Là-bas, c'est mort. Wijnaldum aussi, hein, il est entre le Barça qui le voulait déjà l'été dernier. Wijnaldum, il a déjà un pré-contrat. Là-bas, c'est mort avant même. Les deux qui semblent plus crédibles, malheureusement, c'est peut-être Messi et Ramos. Les deux peut-être à pas faire. Mais il y en a plein des joueurs. Enfin, je crois qu'il y en a d'autres. Lloris, faisons Lloris à la place de Navas, tu serais content, celle. Non, on verra bien ce qu'on pourra faire dans ce mercato. Comme a dit Léo aussi dans son interview, c'est qu'avant on connaissait un peu près les prix des joueurs et on ne les connaît plus avec le Covid. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour préparer en amont. C'est vrai que les joueurs libres, tu peux le préparer en amont et essayer d'aller attirer ces joueurs. On verra bien. Je pense qu'on a fait un beau tour sur ce podcast long et fastidieux, mais c'était nécessaire. Ouais, depuis longtemps. Maintenant, c'était quand même deux gros matchs. C'était le podcast 99, le prochain ce sera la 100e. Petit spoil, on aura un invité de prestige, mais qui n'est pas. Ne vous attendez pas à Ronaldinho, un ancien joueur du PSG. Mbappé ? Non, ce sera un ancien du podcast, pas un ancien du PSG. C'est Alioune Touré. On aura Alioune Touré avec nous. Il sera pas là-bas dans la deuxième heure. Et Nanar, Nanar dans la deuxième heure, tu confonds à chaque fois. Il fera un grand pont sur Qatar. Et par contre, on a réservé une petite surprise pour la dernière demi-heure, mais on vous le dit, c'est Fabricio. On sait que maintenant que tous les auditeurs seront là, avec passion, et guetteront l'arrivée de Fabrice Fiorez. Merci, t'as tout niqué. Je ne peux pas tenir moi pour ce genre de truc, je sais pas. Pour la peine, tu seras pas là dans ce podcast. Au revoir. Bonsoir, merci. Fabrice, je voulais lui en parler, moi. Bon, allez, bonne soirée. Salut Seb. Ciao tout le monde. Bonne soirée les gars. Salut. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Ciao.